une production du Studio SF. Rebienvenue à Science Radio, le podcast où on démystifie les mystères de la santé humaine et de la science, et ce, en compagnie d'une personnalité publique touchée par la thématique ainsi qu'un expert ou une experte du sujet. Ce projet est rendu possible grâce au soutien des fonds de recherche du Québec et du scientifique en chef. Et si, comme nous, vous êtes passionné par l'actualité scientifique, vous avez envie de déboulonner des affirmations douteuses, eh bien, faites comme nous et allez suivre le scientifique en chef sur ces différentes plateformes. Aujourd'hui, on parle de diabète. On a passé beaucoup de temps à parler de ce qu'est le diabète de type 1. On fera la distinction avec le diabète de type 2. Et pour ce faire, j'ai eu le plaisir d'être accompagnée par Dr Rémi Rabaza-Loret, médecin endocrinologue, chercheur à l'Institut de recherche clinique de Montréal et professeur à l'Université de Montréal, ainsi qu'Élodie Castonguay-Girard, nutritionniste, créatrice de contenu, mais aussi femme vivant avec le diabète de type 1. Ensemble, on a parlé justement des distinctions entre le diabète de type 1 et type 2. Qu'est-ce que c'est de vivre avec le diabète au quotidien, toute la charge mentale qui s'y accompagne, comment on peut prévenir certains des types de diabète et quelles sont nos perspectives futures en termes de recherche. Sans plus attendre, je vous laisse apprécier l'épisode. Bon matin, Dr Rémi Rabaza-Loret, Élodie Castonguay-Girard. Bienvenue. Comment allez-vous ce matin? Ça va bien. Ça va, merci. Ça va. Dr Rabaza-Loret, vous êtes médecin endocrinologue, chercheur, clinicien, enseignant à l'Université de Montréal. Vous avez autrefois été présidente de Diabète Québec. On peut dire que vous avez une très bonne connaissance du diabète. Est-ce qu'il y a autre chose que vous voudriez ajouter aux tâches que vous faites actuellement? Non, on peut peut-être résumer ça comme docteur du sucre. Docteur du sucre, oui, j'aime bien. Moi, j'ai eu le privilège de vous avoir comme voisin de bureau durant mes années au cycle supérieur. Donc, je suis bien contente que vous puissiez vous joindre autour de la table pour parler de tout ça avec nous aujourd'hui. Merci pour l'invitation. Élodie, tu es nutritionniste, une collègue, mais aussi une femme qui vit avec le diabète de type 1. On va pouvoir parler de ce que c'est, des différentes implications. Tu crées aussi du contenu sur les réseaux sociaux, tu fais de la vulgarisation scientifique. Est-ce qu'il y a autre chose que tu aimerais ajouter pour te décrire? C'est un bon résumé aussi. Je pense que je pourrais ajouter que je suis bien sportive au travers de ça. C'est quand même un autre attrait, puis on va sûrement en parler. Tu as fait ton premier marathon cette année? Oui. Ton premier, puis tu n'avais pas un demi-marathon aussi le week-end? Hier? Oui. Comment vont les jambes ce matin? Correct. Ça va. Ça va. Mais ça, oui, toute la gestion ça ajoute aussi quelque chose d'hyper intéressant, ton profil de sportive, justement, avec la gestion du diabète. Puis en commençant, Rémi, je pense que je vous ai jamais posé cette question-là. Qu'est-ce qui vous a amené à vous intéresser au diabète et d'en faire votre carrière? C'est un petit peu il y a une part de hasard, comme souvent. Des fois, c'est des rencontres et tout ça. J'hésitais vraiment pour ma carrière entre deux choses. C'est un peu à l'extrême. Les soins intensifs médicaux, là où on est très dans la réaction avec des gens qui vont pas bien, versus la maladie chronique. Et puis, la vie a un peu choisi pour moi que ça serait la maladie chronique et le diabète. Et puis, un prof qui m'a beaucoup plu, puis qui m'a convaincu qu'il y avait quelque chose d'intéressant à aller voir là-dedans. Ce que j'aime beaucoup, c'est la partie où on discute avec le patient. On est comme un peu un chef d'orchestre, mais les patients, c'est le premier violon, c'est le pianiste, c'est eux qui vont mettre en place ce qu'on fait là. Cet aspect de... Je suis très bon pour jaser, moi. Donc, jaser avec le patient pour quelque chose, là, ça me plaît beaucoup. Là, c'est comme une qualité ou un défaut que je marie avec la profession. Mm-hmm. Ah, c'est bien intéressant. Puis, vous avez fait vos études, vous arrivez on parlait justement avant d'enregistrer du fait que j'habite en France maintenant, que j'ai peut-être des petites expressions. Vous êtes arrivé de la France, vous avez fait vos études avant d'arriver au Canada? Alors, je suis arrivé la première fois au Canada il y a presque 30 ans exactement, parce que je suis arrivé le lendemain du dernier référendum en 1995 pour faire mon doctorat. Normalement, je devais avoir un poste en rentrant en France, puis le poste, il n'était pas vraiment là. Donc, au bout de quelques années, les règles ont changé, puis je suis revenu m'installer ici. Surtout, ce qui me plaisait ici, c'était la plus grande facilité à être à la fois médecin et chercheur, pouvoir combiner les deux sur le même rôle. En Europe, souvent, les gens sont plus ou médecins avec des soins ou chercheurs.
le côté chercheur clinicien où la même personne occupe les deux rôles est moins facile à organiser en Europe. Mm-hmm. Puis pourtant tellement important parce que vous avez votre équipe de recherche à l'Institut de recherche clinique de Montréal, vous avez vos patients que vous voyez en clinique et ce que vous voyez en clinique nourrit naturellement le type de questions de recherche que vous allez vouloir explorer. Oui, puis c'est vraiment quelque chose à un moment que j'ai voulu superposer. Tout au début de ma carrière, je m'intéressais à pourquoi certaines personnes en surpoids ou en obésité ne développent pas des complications classiques comme le diabète de type 2 dont on parlera. Donc, qu'est-ce qui faisait que une personne avec la même corpulence, le même âge et tout ça, il y en avait une qui vivait avec le diabète de type 2 puis l'autre pas alors qu'elle se ressemblait beaucoup. Puis à un moment, j'ai vraiment ressenti le besoin d'aligner les choses avec ma pratique clinique. Puis est arrivé tout le concept de la médecine, de la recherche avec les patients partenaires, c'est-à-dire vraiment des personnes qui arrivent, qui vivent avec la maladie, qui amènent leurs questions. Et là, ça a vraiment été une révolution pour moi, parce que moi, j'ai vraiment été élevé comme médecin dans les années 80, 90. Nous, on savait, on transmettait, on donnait quasiment un ordre. C'était très autocratique comme façon de donner la médecine. Pas forcément mauvais, mais très top-down. Je vais te dire quelle dose d'insuline faire. Alors que là, il y a 10-15 ans, cette révolution de mon point de vue d'intégrer des patients. Donc, on a tout un tas de projets maintenant où les questions de recherche auxquelles j'essaye de répondre, ce sont souvent des questions soulevées par les patients, voire même qui ont une hypothèse sur des choses à tester, qui ont souvent raison, mais pas tout le temps. Des fois, le projet de recherche montre que ça fonctionne pas comme on pensait que ça fonctionnait, ni le patient, ni nous. Donc, ça a vraiment été effectivement un alignement très, très important. J'ai beau être très verbomoteur, j'écoute beaucoup ce que les patients disent et je le ramène souvent dans les projets de recherche. Vous avez soulevé plein de questions intéressantes sur lesquelles on pourra revenir, mais je veux souligner aussi, Élodie, c'est dite sportive, mais vous êtes aussi très sportif. Vous vous déplacez partout en vélo. Et ça, je trouve ça toujours très, très chouette quand je vous vois arriver avec votre casque de vélo et qu'on parle de nos performances sur Camillien Hood et dans le Nordais. On va pas parler de nos performances. Je vais me sentir très, très mal à l'aise là-dessus. Mon Strava est privé. Et Élodie, toi, le diabète de type 1 est arrivé dans ta vie à quel moment? Comment veux-tu nous raconter comment ce diagnostic-là s'est produit? Oui, bien, j'aime la façon que tu as tourné ta question parce que peut-être que tu le sais pas, mais ma sœur a été diagnostiquée de diabète de type 1 aussi. Fait que moi, j'ai comme vécu, là, je mets des guillemets, là, mais vécu avec le diabète de type 1 comme une partie de ma vie sans le vivre moi-même, en pensant savoir c'était quoi. Elle a été diagnostiquée, elle avait 6 ans. Puis moi, j'ai 3 ans de différence avec elle, elle est plus jeune. Fait que moi, j'avais 9 ans quand j'ai compris que ça existait, cette affaire-là. Puis c'était comme la fin du monde. Quand c'est arrivé, là, on était comme, mon Dieu, elle ne pourra plus rien manger, puis tout. Puis, tu sais, c'est comme le classique, je pense, le stéréotype qui vient. Puis après ça, ben là, il y a quelques années qui ont passé, 9 années, j'ai été diagnostiquée à mes 18 ans. Puis c'est vraiment particulier, là, 18 ans moins un jour. Ah ouais? Que, ouais. Tu sais, c'est ça, c'est un diagnostic classique de... J'ai soif, j'ai envie de pipi. Je suis fatiguée, mais j'ai pas faim, mais j'ai faim en même temps, mais je sais pas trop qu'est-ce qui se passe. Puis là, peut-être que le réflexe serait de vous dire « Ah, mais vous avez pas allumé que c'était un diabète aussi, parce que c'est exactement ce que ma sœur a vécu. Ça a pris une semaine et demie avant de faire comme « Ah ouais, on va faire une glycémie. » Tu sais, on avait des glucomètres à la maison, fait que faites une glycémie. Premier glucomètre, il écrit « High ». Puis là, on se dit... ben, il doit pas être bon, la batterie doit pas être bonne. Fait qu'on est comme dans le déni. Puis là, finalement, on a pris le glucomètre que ma sœur utilisait dans ce moment-là, parce que les capteurs de glycémie en continu n'étaient pas encore la norme. Hein. Fait que là, on savait qu'il était fiable, puis il a dit la même chose que le premier. Fait que là, on a comme fait « Ah, fuck ». Puis là, c'était l'heure d'aller à l'hôpital. Puis moi, ben honnêtement, j'étais un petit peu égoïste, mais je pensais plus à mes 18 ans, à ma fête du lendemain, là, que j'étais supposée d'avoir. Puis je me disais, je pourrais pas aller au resto, je pourrais pas sortir au bar, parce que je me disais, crime, 18 ans, let's go. Ouais. Fait que finalement, ça s'est passé plus tard, mais ouais, c'est ça. Fait que j'étais à l'hôpital, puis là, c'est drôle parce que l'urgentologue, il était comme, on peut pas dire que c'est un diagnostic de type 2, de type 1 tout de suite, mais tu sais, j'étais à 30 kg de glycémie, là, c'est pas... Au moins, j'étais pas en acidocétose, mais quand même, tu sais, on avait trouvé ça drôle. On était comme, on peut juste comme passer à la prochaine étape. Puis là, c'était plus le débat de savoir est-ce qu'on m'admet en
en PED ou aux adultes parce que est-ce qu'on joue avec la ligne? Est-ce qu'on veut avoir une pompe à insuline? Parce que ça, c'est un gros débat qu'on pourrait aussi avoir, là, les pompes à insuline. Le programme, c'est gratuit pour les enfants, mais pas pour les adultes. Mais fait que là, c'était comme, est-ce qu'on joue là-dessus? Puis là, finalement, on a comme laissé faire parce que ça aurait été de la logistique à faire. Puis honnêtement, moi, avoir une pompe à insuline, ça a pris du temps avant que je veuille. Fait que je savais à ce moment-là que ça me tentait pas. Fait que voilà, j'ai été admise finalement aux adultes. Ils ont dit, ben t'as 18 ans dans quelques heures, fait que let's go. Puis après ça, c'est ça, ça a été le début de tout ça. Voilà. Rémi, je vous ai vu très expressif quand il a dit racontait certaines choses. Ben, ça me fait penser à une personne que je connais bien qui, elle, a été diagnostiquée à 18 ans et 1 jour. Ah, bon. Et puis, deuxièmement, elle a soulevé un point. Toutes ces choses dont on va parler aujourd'hui, que ce soit dans le diabète de type 2, des médicaments comme l'Ozempic dont on va peut-être parler, ou dans le diabète de type 1, les capteurs de glucose, les pompes, tout ça coûte cher. Dans certains cas, les bénéfices sont très bien démontrés, mais à chaque fois, on se rend compte que moi, dans mon rôle de directeur à Diabète Québec, des fois, il m'arrive d'interagir avec les gens de la RAMQ, il m'arrive d'être pris comme expert à l'INES, qui est l'organisme qui recommande au gouvernement de rembourser ou ne pas rembourser les choses. Après ça, il y a une enveloppe budgétaire à respecter et qui est importante. Et d'ailleurs, même si la santé coûte très cher, on remarquera que la RAMQ est toujours équilibrée. Donc, il y a quand même des domaines du gouvernement où le budget est très important, mais équilibré. Mais tout ça pour dire, le remboursement des pompes à insuline au Québec est basé sur des critères purement comptables et absolument pas médicaux. Cette idée que quelqu'un qui débute avant 18 ans va avoir sa pompe payée pour le restant de sa vie et qu'un adulte, ça ne sera pas le cas, sauf si il ou elle arrive à avoir des assurances privées, ce qui élimine d'emblée tout un tas de professions comme travailleurs indépendants et ainsi de suite de ce point de vue-là. Puis même quand on a ça, arrivé à 65 ans, on va perdre ses droits. Enfin, il y a tout un aspect très important de coûts reliés à la gestion de la maladie qui peut aller au Canada. On a des chiffres dans certaines provinces. C'est pas le cas au Québec, mais c'est quand même non négligeable au Québec aussi. Ça peut aller jusqu'à 18 000 $ par an et par personne de dépenses reliées à la gestion de la maladie. Ces capteurs là qui ressemblent à on en parlera probablement, là, des petites pièces comme la taille d'une pièce de 2 $ qui est souvent, pas toujours, mais sur le bras, là. Et ainsi de suite. Il y a un enjeu, au-delà de tout ce qu'on va dire de la maladie qui est là, présente 24 heures sur 24, des hauts et des bas qui surviennent jamais au bon moment, si tant est qu'il y a un bon moment pour ce genre de choses-là. Il y a un poids. On peut très bien vivre avec le diabète de type 1, au sens vraiment littéral du terme. On peut être performant, on peut être une professionnelle accomplie, on peut être une sportive accomplie, mais il y a quand même un poids permanent qui va jusqu'au portefeuille tous les jours par rapport à tout un tas d'aspects. Et ça, c'est quelque chose, je pense qu'on est dans un moment où ça va être difficile d'avoir cet élément-là. On en parlera peut-être tout à l'heure sur les mythes. Est-ce que Élodie est responsable de la maladie qu'elle a? Ouais. On enregistre ça presque à Halloween. Peut-être qu'elle est devenue diabétique de type 1 parce qu'elle a mangé plein de bonbons, trop de bonbons quand elle était enfant. Puis finalement, elle est un peu responsable de ce qui lui arrive et ainsi de suite. Et donc, il y a aussi une inéquité très importante, y compris financière, reliée à ça. Par exemple, aux États-Unis, beaucoup de jeunes femmes de l'âge d'Élodie disent qu'elles n'auront pas d'enfants parce qu'en fait, elles n'auront pas les moyens d'assumer les coûts de l'éducation d'un enfant parce que tout l'argent va dans la maladie. C'est beaucoup moins vrai au Québec, mais il reste des inéquités importantes dans notre système. Le non-remboursement des pompes chez les adultes est un excellent exemple de ça. Tout à fait. Et avant d'aller plus loin, définissons ce qu'est le diabète. On dit le diabète, mais il le dit, on a nommé le diabète de type 1, on a parlé du diabète de type 2. Il y a d'autres types de diabète, le diabète de grossesse, ainsi que d'autres formes de diabète plus rares. Rémi, vous êtes défini comme docteur du sucre. Je pense que la majorité des gens comprennent que le diabète a une influence sur le sucre. Qu'est-ce que le diabète de type 1 et le type 2? Alors, le diabète tout court, c'est trop de sucre dans le sang. Puis le sucre, il est régulé, c'est un peu une histoire de clé et de serrure. On a des petites portes sur toutes nos cellules et presque toutes nos cellules fonctionnent comme carburant avec le sucre. On a un carburant alternatif, on est un peu comme des moteurs hybrides. Le gras peut être un carburant alternatif, mais principalement, nos cellules sont souvent des becs sucrés. Et presque tout le temps, elles ont besoin de l'insuline pour que le sucre rentre dans les tissus, qui est vraiment comme une petite clé qui va sur une porte qui permet au sucre de rentrer dans les tissus. Alors, les deux grandes sortes de diabète, le diabète de type 2, c'est comme si on avait perdu une partie des clés de notre trousseau de clés et en plus, les serrures ne fonctionnent pas bien.
Donc, c'est genre le cadenas du cabanon au fond du jardin à la fin de l'hiver, là, où ça a besoin d'un petit peu d'huile pour que ça fonctionne mieux. Donc, le diabète de type 2, c'est une combinaison à des degrés divers de serrures qui s'ouvrent pas bien, mais aussi de pas assez d'insuline. Les deux mécanismes sont présents. Là, on pourrait faire des heures où tout le monde dit l'un plus que l'autre, mais essentiellement, les deux mécanismes sont présents, pas forcément exactement à la même proportion, mais les deux sont là. Et donc, le sucre reste coincé dans le sang parce que pas assez de clés, l'insuline, et parce que cette clé, quand elle rentre dans la serrure, ça ouvre pas bien la porte. Dans le diabète de type 1, c'est l'usine à clé qui est dans le pancréas, c'est une toute petite partie du pancréas, une dizaine de grammes seulement du corps d'Élodie a décidé de partir en burn-out et puis d'arrêter de fonctionner, ce qu'on appelle une maladie auto-immune. Donc, c'est une maladie où c'est notre propre immunité qui se retourne contre nous. C'est dans un grand groupe de maladies dans lequel il peut y avoir des maladies inflammatoires du tube digestif, par exemple la rectocolite hémorragique, la maladie de Crohn, des maladies neurologiques comme la sclérose en plaques, certaines maladies qui touchent plus la nutrition, on en parlera peut-être, comme la maladie cœliaque. Les maladies de la thyroïde sont très fréquemment des maladies auto-immunes quand elles fonctionnent trop ou pas assez, et ainsi de suite. Donc, on détruit ces cellules-là, plus de clés, ça rentre pas. Puis, je pense qu'on en reparlera moins après, mais c'est important de souligner qu'il y a plein d'autres formes de diabète. Alors, en gros, la proportion, c'est presque 9 patients sur 10, c'est le diabète de type 2. 1 patient sur 10, c'est le diabète de type 1. Mais il y a 1% avec un paquet de plein de choses. On peut développer un diabète pendant la grossesse. Souvent, malheureusement, ça annonce un risque élevé de diabète de type 2 plus tard. On peut développer un diabète, par exemple, après une greffe d'organes solides, si on a une greffe de rein ou une greffe de cœur. La maladie de base, plus tous les traitements anti-rejet, en particulier la cortisone, qui va être nécessaire à ce moment-là, peuvent donner un diabète. On a des maladies comme la fibrose kystique, mucoviscidose. Il y a des gens qui nous écoutent en Europe qui donnent ce genre de choses-là. Donc, il y a tout un tas d'autres sortes de diabète. Puis, plus on avance, plus on se rend compte que le type 2 et le type 1, qu'on voyait comme deux ensembles très, très séparés, c'est en fait un continuum. Puis, il y a plein de gens qu'on appelle maintenant 1.5 ou LADA qui sont un peu à cheval entre les deux. Donc, c'est beaucoup moins caricatural, mais les deux grandes formes, c'est le diabète de type 1, il n'y a plus de clés, il n'y a plus d'insuline, le sucre ne peut pas rentrer dans les tissus. Et le diabète de type 2, on manque de clés et les serrures ne fonctionnent pas bien. Ça fixe quand même essentiellement les grandes bases de ce qu'on va faire et qui explique aussi que la prise en charge est très différente pour les deux maladies. Élodie, toi, quand tu dois expliquer le diabète de type 1 à tes proches, à tes amis, comment tu leur expliques? Rémi a fait une super belle job de vulgarisation avec les clés et les serrures, mais toi qui vis avec ça au quotidien, qui dois le répéter, j'imagine, encore et encore, comment tu l'expliques pour que ce soit clair? On dirait que j'ai pas tant à le répéter parce que peut-être mon cercle proche est quand même soit au courant déjà ou, tu sais, j'ai étudié en nutrition, fait que les gens connaissent un petit peu le tout. Mais je l'explique souvent avec les clés aussi, là, c'est pas aussi bien étoffé que ça. Là. On voit qu'il y a beaucoup d'années d'expérience là-dedans, mais, tu sais, j'explique beaucoup le fait que l'insuline, c'est une clé qui permet d'ouvrir la cellule pour que le glucose puisse entrer, là, vraiment gros. Mais la façon que je l'explique aussi, souvent, c'est plus avec les gens, tu sais, dans le domaine de la course, par exemple, tu sais, mes coéquipières, j'ai couru avec mes coéquipières du Rougeard pendant plusieurs années, puis souvent, c'était eux autres qui, OK, j'avais pas compris que c'était aussi compliqué que ça. Puis, tu sais, souvent, ils comprennent que j'ai un capteur de glycémie en continu. Des fois, je sortais ma petite trousse pour m'injecter avec ma petite aiguille, puis je faisais tout le temps la joke. C'est pas des stéroïdes, là, tu sais, il faut que j'en prenne. Puis des fois, je me faisais quasiment regarder croche, mais ça, c'est une autre histoire. Mais, tu sais, je l'expliquais en voulant dire, tu sais, c'est ça, j'expliquais que, mettons, les hyperglycémies, ça avait un impact sur ma performance. Puis j'expliquais aussi, des fois, je pouvais partir sur plein de choses, là. Fait que justement, de dire que une hyperglycémie égale pas de sucre dans le sang, dans les cellules, donc pas disponible pour aller faire mon sport comme il faut. Des fois, je comparais les sensations à des sensations de course, par exemple. Sinon, comment je l'explique? Ça ressemble à ça, parce qu'on dirait que j'ai plus besoin de l'expliquer tant que ça. Fait que j'ai de la misère à comme vraiment... ouais. Une analogie pour le diabète en général, mais particulièrement pour le diabète de type 1, que je trouve qui est excellente, c'est comme d'avoir un deuxième job. Elodie, elle travaille comme nutritionniste, mais qui est à temps plein. C'est 24 heures sur 24. Il n'y a jamais de congé. Il n'y a pas de salaire. Tu pourras jamais démissionner. En tout cas, la recherche nous permet d'espérer qu'un jour, les gens de la génération d'Élodie pourront démissionner et passer de diabète de type 1 à pas de diabète. Hein. Et en plus, le patron est hystérique. Parce qu'il n'y a pas 2 jours pareils. C'est pas parce qu'elle fait 2 demi-marathons, comme elle vient de faire,
qui serait, mettons, le même parcours à la même heure, qu'elle va avoir la même réaction. Parce qu'il y a plein de facteurs qu'on ne connaît pas, mais il peut y avoir la température, il peut y avoir ce qu'elle a mangé la veille, il peut y avoir le cycle menstruel, on parlera peut-être des spécificités de la santé de la femme et du diabète à un moment, il peut y avoir son degré de stress, elle l'a fait un coup, elle était bien détendue, puis là, elle veut performer, et ainsi de suite. Donc, c'est jamais pareil, et des fois, c'est tannant que ce soit jamais pareil. En fait, souvent même, c'est tannant. Donc, il y a ce côté de maladie invisible qui est là en permanence. Puis c'est bien que son cercle d'amis ait fini par comprendre, mais moi, j'entends beaucoup les gens qui vivent avec le diabète de type 1 être frustrés de mythes, de questions par rapport à c'est parce que tu as mangé trop de sucre, ou si elle mange quelque chose de sucré, c'est qu'elle n'est pas responsable, elle ne devrait pas le faire. Il y a tout un tas de mauvaises conceptions autour de ça. C'est une grosse demande des gens qui vivent avec le diabète de type 1, avec un risque énorme qui est de dire, nous, on vit avec le diabète de type 1, c'est auto-immun, c'est pas de notre faute. Alors que les gens avec le diabète de type 2, eux, par contre, il y a un rôle du mode de vie très important et du vieillissement. Donc, il faut qu'on fasse très attention à réduire ces mythes sans pour autant stigmatiser l'autre. Tu sais, tu ne te sors pas la tête de l'eau en enfonçant l'autre. Non, Puis en termes de prévalence, je suis convaincue que tous les auditeurs en ce moment, peu importe leur âge, peuvent probablement dire j'ai un membre de ma famille, un ami qui a une tante qui vit avec le diabète. En 2020, les données de Diabète Canada étaient, puis cette statistique-là m'avait beaucoup frappée, à toutes les 3 minutes, il y a un nouveau diagnostic de diabète, et ce, principalement du diabète de type 2. Rémi, vous l'avez bien dit que c'est beaucoup le diabète de type 2 qui est plus diagnostiqué actuellement, avec le diabète de type 1 en plus petite proportion. Disons, à l'échelle du Québec, combien de gens sont touchés par le diabète de type 2? C'est à peu près 10% de la population qui vit avec le diabète. Donc, une personne sur 10. Tout à fait. Donc, le diabète de type 1, c'est la maladie la plus fréquente quasiment à l'âge pédiatrique, là, dans les maladies chroniques qui existent. Donc, elle est rare, mais elle est là. Puis, donc, c'est 10% de la population avec toutes les formes de diabète. Mais un des facteurs majeurs, c'est l'âge. Et donc, si on arrive bientôt, là, ça va être la période des fêtes de fin d'année. Là, si on a une grosse réunion familiale, puis qu'on a des mononcles et des matantes qui sont là, avec leur âge probable, des gens qui vont être 70 ans et en montant, c'est presque une personne sur 5 à ce moment-là. Donc, il y a une montée très, très rapide par rapport à l'âge. Le deuxième facteur, surtout pour le diabète de type 2, c'est le surpoids et l'obésité, qui est aussi un élément important, mais il y en a plein d'autres. Les gens qui vivent avec l'hypertension ou des problèmes de certaines graisses dans le sang, comme les triglycérides, sont beaucoup plus à risque. Les gens qui ont accumulé un petit peu de gras au niveau de la bedaine sont plus à risque. On n'est pas tous égaux non plus, dépendant de notre origine, au sens où, et c'est pas du tout un commentaire raciste, mais il y a certaines origines ethniques qui font qu'on est beaucoup plus exposé. Le risque pour un même âge ou un même degré de surpoids, si on vient des Premières Nations, par exemple au Canada, est beaucoup plus élevé que les gens d'origine européenne. Les gens d'origine hispanique, c'est plus élevé que les gens d'origine européenne, comme l'Europe du Nord, et ainsi de suite. Donc, il y a une multitude de facteurs. Il y a aussi des traitements, on y a fait un petit peu allusion, la cortisone, et ainsi de suite. Donc, il y a les facteurs de risque de développer le diabète, et principalement le diabète de type 2, il y en a une bonne 50aine. Donc, on peut quand même bien s'entendre pour venir défaire le mythe qu'une personne qui vit avec le diabète, ce n'est pas uniquement parce qu'elle a mangé trop de sucre dans sa vie ou qu'elle a fait des abus à l'Halloween. Pour le diabète de type 1, c'est clairement pas ça. On ne comprend pas encore bien qu'est-ce qui fait. Essentiellement, le diabète de type 1, c'est la combinaison d'une prédisposition génétique. Il y a probablement quelque chose dans les gènes élodiques qui la prédispose à faire le diabète de type 1. Puis, c'est pas tout le monde qui a la même prédisposition. On se rend compte maintenant qu'il y a entre 20 et 50 types de prédispositions. Donc, il y a des grandes familles et ainsi de suite. Et puis, là-dessus, il y a eu la rencontre d'un facteur déclenchant. C'est pas parce qu'on est prédisposé à une maladie qu'on va la développer automatiquement. Par exemple, que je disais tout à l'heure, pour le diabète de type 2, le surpoids et l'obésité, c'est un facteur de risque extrêmement important. Mais il y a des gens très gros qui ne développent pas le diabète de type 2. Ou pour prendre une caricature, le tabac augmente le risque de cancer du poumon, mais il y a des fumeurs qui ne développeront jamais le cancer du poumon. Et parmi les rares facteurs déclenchants où on a une idée que ça a probablement un rôle, il y a certaines infections avec des virus tout à fait banales, ce qui vont nous donner la gastro pendant un moment, là, des virus Coxsackie, là, avec une certaine gêne digestive, semblent être capables d'allumer
le bouton pour ça. Après ça, il y a eu plein d'hypothèses autour du fait que est-ce que c'est des éléments de nutrition? Vous êtes toutes les deux nutritionnistes. Pour l'instant, il y avait des choses comme l'introduction un peu trop précoce du lait de vache, par exemple, qui avait été suspecté pendant un moment. Tout ça ne semble pas bien tenir la route. Donc bref, on est prédisposé. Il y a un et probablement de multiples facteurs qui sont capables de l'enclencher. Puis là, on se met à finalement avoir la destruction de notre cellule bêta. Nos cellules qui produisent l'insuline dans le pancréas, qu'on appelle les cellules bêta, sont reconnues comme étant étrangères et éliminées. On ne peut pas vivre sans insuline. C'est important de se souvenir qu'avant 1922, c'est le premier pays où on a traité quelqu'un avec l'insuline, et le nom de cette personne-là est passé à l'histoire, Leonard Thompson, et les gens qui ont découvert ça, Banting, Best et MacLeod, c'est le premier prix Nobel du Canada. Une découverte tellement importante que l'insuline est découverte et administrée pour la première fois en 1922, et le prix Nobel est donné en 1923. Avant ça, c'était une maladie constamment mortelle. Et on s'est transformé cette maladie constamment mortelle en une maladie chronique. Et comme souvent, on découvre un paquet d'autres choses. On ne savait pas que l'équilibre glycémique était important avant, parce que sinon on allait risquer d'abîmer ses yeux, ses reins, ses nerfs, parce que les gens mouraient trop vite. Et on a vu ça. On a vu ça avec le VIH-Sida, où dans les années 80, les gens mouraient très rapidement. Puis on le voit maintenant dans une forme de diabète très particulière, qui est la fibrose kystique, où est arrivé il y a 3-4 ans un médicament absolument révolutionnaire, le Trikafta. Et on voit le portrait de la maladie changer complètement. Donc, on a cette impression un peu initiale on a trouvé les anglophones, le Toronto Star, qui existait déjà à ce moment-là, avait dit quand Leonard Thompson a été traité que c'était la magic bullet, c'était réglé, qu'il n'y en avait plus de problème. Puis je pense qu'on peut se retourner vers Élodie. Il n'y en a plus de problème avec le diabète de type 1 depuis qu'on a découvert l'insuline, n'est-ce pas? Je pense que le gros problème a été réglé, la base du problème, c'est que je peux vivre. T'es pas morte à 18 ans quand tu as eu ton diagnostic. Exact, parce que, tu sais, des fois, mon chum est biochimiste, là, fait que... attends, non... J'ai pas le droit de dire biochimiste, il n'est pas membre de l'ordre, mais en tout cas, il a fait son bac en biochimie, puis il est dans la recherche beaucoup, puis lui, c'est ça, il aime beaucoup ça, décortiquer le diabète et tout, puis des fois, on a cette discussion-là, puis il est comme, c'est fou, hein, à quel point cette découverte-là fait en sorte que là, tu es là en ce moment parce que tu serais plus là, sinon, avant la découverte de l'insuline. Fait qu'effectivement, oui, je suis là, mais après ça, est-ce que c'est simple pour autant? Pas du tout. Ça serait vraiment le fun, mais c'est pas ça, là. Puis pour résumer, il y a une image, une analogie que j'aime bien pour expliquer cette interaction entre la prédisposition génétique et l'effet de l'environnement. Puis c'est que la génétique, c'est ça qui va remplir le fusil, puis l'environnement, c'est ce qui va tirer la gâchette. Puis c'est parfaitement vrai aussi pour le diabète de type 2. C'est le diabète de type 2, on a dit nos deux grands facteurs de risque. Les facteurs de risque, c'est sur une certaine prédisposition génétique. Par exemple, s'il y en a dans la famille, on est plus à risque. Vieillir et le surpoids sont deux éléments. Mais il y a des gens âgés en surpoids important qui ne développent pas le diabète de type 2. Donc, on ne comprend pas toujours ce qui va tirer là où les balles, pour prendre ton analogie, qui font ce genre de choses-là. Inversement, dans le diabète de type 1, pour l'instant, on ne connaît pas de mécanisme de prévention. Mais ça, c'est la prochaine révolution là, qui s'en vient à très, très court terme. On va être capable de dépister le risque chez les gens à risque. Donc, si on remontait dans le temps, à peine quelques années, puisque Élodie a dit qu'elle avait développé le diabète de type 2 à 18 ans, là, puis elle a l'air d'en avoir 19 ou 20 là, actuellement. Donc, si on remontait là-dedans, on va être capable, dans les prochaines semaines, là, avant les fêtes, d'identifier les gens qui sont à risque de développer le diabète de type 1. Et là, il y a plusieurs objectifs. Le principal, c'est d'éviter l'hospitalisation initiale. C'est-à-dire, est-ce qu'on est capable, en voyant les gens à risque et en voyant la glycémie monter, d'intervenir tranquillement, d'intervenir plus tranquillement que dans le cadre d'une hospitalisation. Comme elle disait bien, le ciel lui était tombé sur la tête, là. Puis ça a dépassé, même si elle disait très bien que dans les premiers jours, le problème, c'était de ne pas aller prendre sa pinte avec sa carte, pas la carte de sa sœur qu'elle prenait avant, mais sa vraie carte à elle. En tout cas, c'est fait comme mes enfants à moi, qui des fois ont un peu triché pour accéder à l'alcool avant. Et donc, on va être capable de faire ça. Puis pourquoi? Parce que la prochaine révolution qui s'en vient, le médicament est accepté par Santé Canada, mais pas encore tout à fait bien accessible. On va être capable de retarder l'apparition de la maladie. C'est ce que les anglophones appellent disease modifying therapy. Donc vraiment des médicaments qui vont être capables de suspendre un processus. Est-ce qu'on serait capable, à un moment où il lui resterait assez de cellules qui produisent l'insuline, d'éviter que les dernières soient détruites et donc
soit d'éviter l'insuline, soit de la retarder, soit de simplifier la gestion du traitement. Donc ça, c'est vraiment quelque chose dans le diabète de type 1, c'est la révolution à tous les étages. Il y a tout ce qui concerne le dépistage et la prévention qui débute. On est un pays qui part en retard, mais au Québec, on va être les premiers au Canada à partir et à offrir un programme de dépistage à partir du mois de novembre aux gens à risque. Puis j'ai convaincu des gens qu'on devait faire à peu près 1000 dépistages pour apprendre à bien le faire. C'est pas parce qu'un dépistage est là que tout le monde va vouloir le faire. Ouais. Et puis d'ouvrir cette nouvelle porte, parce que c'est le premier médicament d'une longue série, de éventuellement retarder l'apparition du diabète de type 1, voire même le prévenir complètement. Puis on va partir avec les gens qui sont plus un peu comme Élodie le disait très bien, dans la famille. Si on a quelqu'un qui vit avec le diabète de type 1, notre malchance de le développer est à peu près 15 fois plus élevée que la moyenne. Maintenant, tu peux aussi retourner complètement les choses puis te rendre compte que parmi les gens qui développent le diabète de type 1, près de 9 sur 10 n'ont pas d'antécédents dans leur famille. Donc, tu dois vivre avec tout ça. Après ça, on va probablement en revenir là-dessus, mais dans le diabète de type 1, la révolution de ces dernières années, c'est l'arrivée de ces petits capteurs de glucose qui peuvent avoir une application dans d'autres formes de diabète, mais ne plus être obligé de se piquer le bout du doigt, avoir accès à sa glycémie en permanence, avoir la tendance que c'était dans les dernières heures, voir il y a une flèche qui indique la probabilité que ça aille. Ça change complètement la vie des gens. 9 fois sur 10 pour du mieux, une fois de temps en temps pour du moins bien, parce que l'alarme qui te dit que tu es trop haut ou trop bas survient pas forcément au bon moment. Là, je ne sais pas si Élodie a désactivé les alarmes pendant l'entrevue et ainsi de suite. Donc, si les gens entendent un petit bruit, là, ça peut être que c'est trop ou pas. Puis après ça, il y a eu les pompes à insuline. Puis le fait de faire parler tout ça ensemble, on appelle ça un pancréas artificiel, c'est scientifiquement inexact parce que ça fait qu'une toute petite partie fondamentale, mais du travail du pancréas, qui permet de minimiser les hypos et minimiser les hyper. En gros, la pompe va réagir aux valeurs de glucose, un peu comme une voiture automatique pourrait suivre la route et accélérer et décélérer. Puis, on a eu cet été une étape très importante qui a été franchie autour de guérir peut-être le diabète de type 1. Donc, au jour d'aujourd'hui, on peut envoyer quelqu'un se faire greffer un pancréas. On en fait de moins en moins. C'est une très grosse chirurgie. Les rejets sont très difficiles à dépister et ainsi de suite. Donc, ces dernières années, on s'est beaucoup plus orienté à ne greffer que les cellules qui produisent l'insuline. Puis ça, c'est un peu comme une perfusion qu'on va faire un petit peu en dessous du foie. Donc, le lieu est atypique, mais ça ressemble vraiment à une perfusion. Mais dans les deux cas, que ce soit le pancréas en entier ou les cellules qu'on a, il faut que quelqu'un décède, il faut que quelqu'un soit compatible et il faut prendre un traitement anti-rejet. Et la toxicité ou les inconvénients du traitement anti-rejet sont très difficiles à contrebalancer avec les traitements qu'on a maintenant. Donc, c'est pas comme quelqu'un qui serait en dialyse puis qu'on lui dit, une fois qu'on va t'avoir greffé le rein, oui, il y aura les traitements anti-rejet ou par exemple, ton risque d'infection est un peu plus élevé, mais tu iras plus 3 fois semaine te faire en dialyse. Là, la différence est là. Puis les 2 grandes étapes qui ont été faites cet été, c'est que maintenant, une compagnie pharmaceutique, c'est pas encore autorisé, mais est capable de produire ces cellules au laboratoire comme on produit un médicament. Pas encore pour tout le monde, mais ils ont montré chez des gens qui faisaient des comas hypoglycémiques, donc des hypoglycémies très sévères à répétition, que ça avait réglé le problème. Néanmoins, toujours avec le traitement anti-rejet et toujours avec la toxicité de ce traitement-là. On le voit très bien dans l'étude. Les résultats sont spectaculaires pour ceux qui ont fini l'étude, mais il y en a 2 qui n'ont pas fini l'étude, puis c'est aussi spectaculaire de voir ça. Mais là, il y a eu 2 études avec seulement un seul patient dans une et un seul patient dans l'autre, où ils ont réussi non seulement à produire des cellules laboratoires, mais à les transformer pour qu'on n'ait pas besoin de traitement anti-rejet. Oh, wow. Donc, ça prouve le concept. Et donc, c'est vraiment... Le dépistage et la prévention changent énormément. Je pense qu'Élodie, c'est à elle de nous dire si les pompes et les capteurs ont changé la gestion de la maladie, même si elle a très bien dit, c'est pas pour tout le monde les pompes, et puis c'est pas parce que tu en veux pas à un moment que tu le veux pas après. Puis la guérison, c'est vraiment une maladie où les changements sont spectaculaires dans la dernière décennie et de ce qu'on attend dans la prochaine décennie. Donc, de ce que j'entends, et si je résume, il y a au niveau du diabète de type 2, au niveau des causes, les habitudes de vie, la sédentarité, l'alimentation, notre environnement vont jouer un grand rôle. Donc, il y a une grande fenêtre d'opportunité pour la prévention, alors que pour le type 1, de par la prédisposition génétique, ça finissait par se manifester sans qu'on ait forcément de signes avant-coureurs. Et avec les tests de dépistage qui vont être disponibles maintenant, il y aura un peu moyen de venir sauver une partie de l'usine avant que le pancréas parte en burn-out. Vous avez touché des aspects justement où le diabète actuellement ne se guérit pas. Pour le type 1, il n'y a pas de traitement qui font en sorte que là, maintenant, c'est terminé, mais qu'il y a des avancées dans la génération d'Élodie va connaître la possibilité. Et c'est intéressant parce que
quand on demande aux gens, même c'est théorique pour l'instant, là, quand on prend un grand groupe d'Élodie, là, mettons qu'on la clone, c'est pas tout le monde qui veut absolument forcément la guérison. Donc il y a une espèce de course entre est-ce que ces pompes qui parlent au capteur, c'est un pont qui simplifie quand même, moins d'hypo, moins d'hyper, un peu moins de charge mentale. Beaucoup de professionnels de la santé pensent que c'est plus de charge mentale parce qu'on a des meilleures glycémies, puis le non-verbal est tout à fait clair d'Élodie, mais la guérison sera peut-être là. Et il y a des patients qui nous disent, des personnes qui vivent avec le diabète de type 1, qui nous disent je ne sais pas si je prendrais l'opportunité, c'est devenu une partie de moi-même, même si c'est une partie où des fois jaillit ça pour mourir. Élodie, toi, qu'est-ce que tu en penses? Puis justement, d'entendre autant ce qui se fait au niveau de la recherche, puis où est-ce qu'on peut s'approcher justement de belles innovations. Puis ça, je trouve ça intéressant. Qu'est-ce que ça te fait d'entendre ça? Puis un peu à la question de Rémi, vu que ça fait tellement partie de ton quotidien, qu'est-ce que tu en penses? C'est une question que je me suis jamais posée, pour être honnête, mais c'est une bonne question parce qu'effectivement, moi, j'aurais tendance à dire... Je sais même pas vite comme ça. Tu sais, ça dépend de bien des facteurs parce qu'effectivement, c'est quelque chose avec lequel, tu sais, je suis habituée de vivre au quotidien. Puis au point que, tu sais, tantôt, il a parlé que c'est un travail à temps plein, mais on dirait qu'on l'oublie un petit peu d'une certaine façon. C'est tout le temps là. Ouais. On y pense tout le temps. Mais ça devient tellement on l'oublie aussi. Fait qu'en même temps, je me dis, j'aurais donc bien du temps pour faire d'autres choses. Fait que ça serait le fun, mais je sais pas. Je suis même pas capable de donner une réponse à ça. Je pense aussi, moi, mon diagnostic, mettons, ça fait 8 ans que j'ai été diagnostiquée. Élodie n'a pas 19 ans. J'ai dit mon âge, faites les calculs, mais, tu sais, mettons, quand je pense à ma sœur, que ça fait plus que la moitié de sa vie, tu sais, la majorité de sa vie qu'elle a passé à vivre avec un diabète de type 1, est-ce que... tu sais, probablement que la réponse est différente aussi. Tu sais, quelqu'un qui s'identifie encore plus. Je sais pas. Mais ça, c'est quelque chose qui est fascinant. Moi, j'ai regroupé les gens que je suis à peu près 550 personnes avec le diabète de type 1, puis je fais des demi-journées où je ne vois que des gens avec le diabète de type 1. Ça a plusieurs avantages en termes d'organisation des soins. On peut avoir du personnel qui développe une expertise, qui vont donner du support, infirmières, nutritionnistes et ainsi de suite. Mais ça permet aussi, surtout pour les jeunes étudiants en médecine, de voir la diversité de la maladie. Et donc, comme n'importe quelle maladie, tu as des gens qui l'ont intégré, le côté... faut être objectif, quelqu'un qui est très systématique dans le diabète de type 1, ça va être plus facile à gérer que quelqu'un qui est au pifomètre. Là. C'est vraiment une maladie de la rigueur et de la résilience et de dire je réessaye et ainsi de suite. Mais on voit aussi des gens qui l'ont intégré, qui vivent bien, voire très très bien avec ça, qui est fort heureusement la majorité, avec des frustrations, mais comme dans n'importe quelle une relation de couple avec la maladie, là où il peut y avoir des choses positives ou négatives. Par contre, on ne peut jamais divorcer et on ne peut pas se séparer non plus. Mais à l'opposé, il y a des gens où ça a littéralement dégradé leur qualité de vie, Il y a des gens qui souffrent de cette maladie d'une façon très importante et particulièrement ceux qui voudraient essayer de l'ignorer. C'est comme une maladie qui va se rappeler très, très rapidement à ton mauvais souvenir, là, si jamais tu l'ignores. On peut, on a parlé beaucoup d'analogies depuis le début, là. On rentre un soir, Élodie a pu aller à sa fête des 18 ans, elle a un petit peu trop bu, puis mettons qu'elle ait des verres de contact et puis qu'elle oublie de les enlever le soir en rentrant, puis elle se brosse pas les dents, le lendemain matin, elle va avoir la bouche qui sent pas très bon, puis elle va avoir les yeux qui piquent, puis il va falloir qu'elle change, puis... Il n'y a rien de dramatique. Si elle ne fait pas son injection d'insuline ou si elle ne change pas son réservoir et tout ça, le lendemain matin, ça peut aller, on n'est pas loin d'aller à l'urgence. Là. La gestion de ça est très, très difficile. Donc, il y a un côté qui est très intriqué avec la personnalité. Puis c'est quelque chose où il n'y a pas tant de recherche que ça, mais jusqu'à quel point la maladie modifie la personnalité, jusqu'à quel point la personnalité peut être un avantage ou un inconvénient. Par exemple, il y a plus de gens avec un déficit d'attention. Il y a toute une discussion à savoir si on diagnostique trop les déficits, mais déficit d'attention et diabète de type 1, ça fait assez mauvais ménage. Ouais. Merci, parce que tu dois penser à vérifier ta glycémie, à t'injecter avant, à calculer ta dose, à savoir ce que tu vas manger, pas juste savoir ce que tu vas manger, est-ce que tu vas finir ton repas, est-ce que tu vas prendre un verre de vin ou pas un verre de vin, est-ce que tu vas faire de l'exercice, pas de l'exercice, est-ce qu'après, il y a un examen, pas un examen, ceci ou un cela. Donc, il y a des tonnes de choses.
Puis à nouveau, pour prendre une analogie, je pense que les gens qui y arrivent bien, et je pense à titre personnel que je serais un très mauvais patient, je pense même que je serais le cauchemar de mon équipe de soins, c'est un peu comme quand tu conduis, j'ai l'impression. En tout cas, quand je regarde les gens aller, il y a tu sais, quand tu conduis, tu as finalement des tonnes d'informations, le rétroviseur, la vitesse, ce qui se passe devant, et ainsi de suite. Et une partie de ça, c'est comme intégré. Puis on arrive des fois à écouter la radio en même temps et ainsi de suite. Mais il y a aussi des moments extrêmement stressants où on doit freiner, accélérer et ainsi de suite. Donc j'ai l'impression qu'il y a une partie de ça. Des fois, la vie avec le diabète de type 1, c'est comme conduire. Tu es sur l'autoroute, c'est tranquille, ça va bien, les conditions météo sont bonnes. Puis il y a des jours, ça va vraiment pas. Il y a des gens qui devant toi, ça conduit pas bien. À côté de toi, ça conduit pas bien. La route est glissante et c'est très variable. Puis il y a des gens qui conduisent principalement sur de la route tranquille et tout ça. Puis des gens où c'est plus des conditions difficiles. Mais c'est comme, je pense, dans la conduite où si on comptait bien, on a des tonnes d'informations. D'ailleurs, une étude que je voudrais qu'on refasse, c'est qu'il y a une étude qui suggère qu'une personne avec le diabète de type 1, pour arriver à un bon contrôle, va prendre à peu près 300 décisions de plus que toi et moi qui vivons sans diabète de type 1 par jour. Et cette étude est méthodologiquement très moyenne. Alors, ça ne veut pas dire que il n'y en a pas, mais est-ce que c'est vraiment 300? Est-ce que, comme le suggérait Élodie, il y en a qui sont un peu parties d'elle, puis elle va, mettons, dans sa course, regarder facilement sa glycémie, puis regarder ça, ou pas, ou est-ce qu'elle va se baser sur des symptômes? C'est jusqu'à quel point c'est quelque chose qui nécessite une action qui est facile à faire et vite à intégrer, ou d'autres qui ne le sont pas? Jusqu'à quel point le contexte change les choses? Est-ce que gérer une hypo au cinéma, quand ça sonne, machin, avec le voisin qui te fait, c'est la même chose que gérer une hypo sur ton sofa à la maison? Est-ce que la même hypo sur ton sofa à la maison ou dans une randonnée où tu as l'impression que tu ralentis le groupe, c'est la même chose? Pour la même valeur, la réponse est probablement non, ça n'est pas la même chose. Et pour l'aspect de la charge mentale, je pense que c'est peut-être bon d'expliquer aussi, mais quelles sont les conséquences d'un diabète qui est mal géré? Pourquoi c'est problématique d'avoir un taux de sucre qui est aussi élevé en circulation? Puis l'image un peu que j'aime utiliser parfois, c'est un peu, si on pense à du miel, du sirop d'érable, s'il y en a tout partout, ça devient gommant, on n'est pas capable de fonctionner adéquatement. Puis, Rémi, vous pourrez rajouter à ce que je dis, mais un taux de sucre qui est élevé de façon trop importante, trop longtemps au cours d'une vie peut avoir des conséquences sur à peu près tous les organismes du corps. C'est la première cause d'amputation non traumatique, une des premières causes de cécité, donc de devenir aveugle. Il y a des dommages au niveau vasculaire, au niveau des nerfs. Donc, c'est pour ça que c'est important d'arriver à réduire le taux de sucre en circulation et aussi pourquoi la charge mentale qui est associée est aussi importante. Alors, le cœur du traitement de tous les diabètes, le risque pour quelqu'un qui vit avec le diabète de type 1 ou le diabète de type 2 n'est pas le même. Mais comme tu l'as très bien dit, de la racine des cheveux aux ongles des orteils, des pieds, en théorie, le diabète peut tout abîmer. Donc ça, c'est une très mauvaise nouvelle. Je veux dire, les yeux, les reins, les nerfs, le cœur, le cerveau, alouette. La bonne nouvelle, c'est qu'on sait maintenant que bien contrôler le taux de sucre est absolument fondamental dans le diabète de type 1. Ça n'est pas que ça, mais c'est beaucoup ça. Et dans le diabète de type 2, ça a un rôle important. Maintenant, il y a d'autres choses à côté. Il faut surveiller la pression artérielle. On va avoir tendance à être beaucoup plus agressif pour traiter la pression artérielle. Sous-entendu, on va débuter le traitement ou des conseils de mode de vie à un niveau bien inférieur à des gens qui ne vivent pas avec le diabète. Pareil au niveau du cholestérol. Et pour des jeunes gens de l'âge d'Élodie, c'est plus difficile des fois de se faire dire à 35, 37 ans, on va commencer quelque chose pour le cholestérol en prévention parce qu'il y a un côté qui est très là. Mais essentiellement, le diabète, c'est bien contrôler le taux de sucre, fondamental dans le diabète de type 1, très important dans le diabète de type 2, bien contrôler la pression artérielle, fondamental dans le diabète de type 2, important dans le diabète de type 1, bien contrôler le cholestérol, à nouveau plus important pour le diabète de type 2 que le diabète de type 1. Puis aussi, il y a un petit côté que j'appellerais garagiste du diabète, c'est il faut aller faire l'examen des yeux pour s'assurer qu'il n'y a pas de complications, parce que s'il y en avait, on peut intervenir très vite, il faut faire une prise de sang pour la moyenne du diabète des derniers mois. On pourrait discuter, c'est pas une note de passage, mais c'est souvent vécu, je suis un bon ou pas un bon patient, dépendant de ça, alors que c'est pas tout à fait ça. Regardez le cholestérol, regardez les complications des reins, passer un certain âge, aller faire des choses, par exemple, au niveau du cœur et ainsi de suite. Donc, il y a toutes c'est fondamental d'aller regarder tout ça. Et ça pose un des problèmes dans la longueur des visites nécessaires. Une fois que tu as
parler des ajustements nécessaires, de qu'est-ce qui peut se passer, que tu es face à une jeune femme comme Élodie, puis je lui impose rien, mais qui pourrait dire, avec mon chum, on envisage éventuellement d'avoir un enfant, qu'est-ce qui va se passer? C'est pas très ça se passe très bien du point de vue de diabète, mais c'est pas très romantique, parce qu'en gros, je vais lui expliquer que c'est moi qui vais lui dire quand elle peut essayer de tomber enceinte et ainsi de suite, de tout ça. Donc, c'est des consultations qui sont souvent longues, à juste titre, parce qu'il y a énormément de choses à faire, et de temps en temps, quelque chose à laquelle on a déjà fait allusion, c'est toute la charge mentale qui devient trop lourde. Ouais. Je vais utiliser un terme qui est très grand public et qui n'est pas scientifiquement vrai, mais qui dit bien les choses, c'est qu'il y a des gens qui sont des fois en diabète burn-out. Ils n'en peuvent plus de gérer ça parce qu'il y a un peu de pression au travail et que le diabète vient faire déborder les choses, qu'il y a eu une séparation, qu'il y a un moment de stress financier ou avec les enfants. Enfin, les personnes qui vivent avec le diabète, type 1 ou type 2, ne sont pas immunisés contre les problèmes de la vie, et le fait que la maladie est sans arrêt là peut des fois aggraver les problèmes de santé mentale. On voit très bien comment on est plus sensible à la santé mentale maintenant, et effectivement, dépendant du type de problème de santé mentale, si on revient à l'exemple du diabète de type 1, on peut avoir des fois des risques beaucoup plus élevés. Par exemple, les troubles du comportement alimentaire peuvent être exacerbés par le diabète de type 1, parce que si on a une relation pas très saine avec la nourriture, dans le diabète de type 1, plusieurs fois par jour, on doit penser à ce qu'on mange, à quelle dose d'insuline on va faire. On peut des fois être obligé de corriger une hypoglycémie. C'est assez fréquent, en fait, d'avoir encore malheureusement de l'hypoglycémie. Donc, tout ça pour dire que le diabète de type 1, les gens sont des gens très forts, des gens très, très performants, mais ça peut fragiliser dans certaines circonstances. Et ça, Élodie, j'aimerais... peux-tu nous parler d'une journée, du quotidien pour toi? Amène-nous dans ta tête le genre de questions, de choses auxquelles tu dois penser. Peut-être que, maintenant, tu disais que c'est rendu plus automatique, mais quel genre de questions tu dois te poser que moi, qui ne vis pas avec le diabète, je dois me poser? Pour vraiment, on parle de charge mentale, d'avoir à prendre, plus de 300 décisions de plus dans une journée. Qu'est-ce que ça représente concrètement? Oui. Mettons que je pense à ce matin, mettons que je remonte à hier. Là. Hier soir, je savais que je m'en venais ici. Je prends le train à 5h30. Puis là, je regarde mon réservoir dans ma pompe, puis je me dis, je pense que je vais manquer d'insuline durant ma journée. Fait que là, est-ce que je me lève plus tôt? Je me couche plus tard pour le faire avant de me coucher. Mais si, finalement, mon cathéter, il est mal inséré, parce que ça arrive, puis je m'endors, puis là, toute la nuit, j'étais à 20-25 de glycémie, puis je m'en rends pas compte. Puis juste pour remettre un contexte, 20-25 de glycémie, en temps normal, la nuit, on va être entre 4,5, 5,5, ou pour donner une idée... Mettons maximum 10 idéalement, là, mais des fois, ça va plus haut, puis justement, c'est très normal, mais c'est ça. Fait que, 20-25, c'est comme... ça serait pas le fun. Fait que là, c'est ça, c'était toute cette question-là qui venait dans ma tête, puis là, je me suis dit, je vais le faire dans le train. Mais là, OK, je vais aller faire ma petite trousse. Puis je vais regarder 2 fois dans ma trousse si j'ai du matériel pour changer mon réservoir une fois, mais peut-être 2 ou 3 fois, parce que s'il y a quelque chose qui se passe, un problème technique, il faut que j'aille tout ce qu'il faut. Est-ce que j'ai de l'insuline ou j'ai oublié de m'amener de l'insuline? Tu sais, fait que toutes des choses comme ça. Puis, admettons, là, pendant le podcast, ma pompe a commencé à sonner un peu, là. Fait que ça veut dire que ma glycémie a un petit peu augmenté. Fait que là, j'y pense un peu. Ça me dérange pas trop. Mais, tu sais, ça, c'est des petites questions qui me viennent en tête. Là, je suis à combien de glycémie? Est-ce que ça va être correct? Est-ce que je vais pas être correct? Après ça, tantôt, quand je vais aller me déplacer, marcher, etc., me trouver à manger, en marchant, est-ce que ma glycémie, il faut que je regarde, est-ce que j'ai de l'insuline active ou j'ai pas d'insuline active qui va faire en sorte que peut-être que je suis à risque d'hypoglycémie ou peut-être pas. Fait que là, à voir. Après ça, quand je vais manger, là, je suis au restaurant, je sais pas la quantité exacte de glucides que je vais consommer, parce que ça, c'est important à savoir pour savoir combien d'insuline je vais m'injecter. Fait que là, à savoir, OK, je vais l'estimer un peu, puis en prévoyant que je vais remarcher après. Fait que je suis mieux de m'injecter un petit peu moins, puis de me tromper, puis peut-être d'avoir une glycémie un petit peu plus à la hausse que l'inverse, que d'avoir trop injecté, puis là, d'avoir une hypoglycémie à gérer en déplacement dans une ville que je connais moins, tu sais. Ça aussi, c'est stressant des fois. Puis le fait d'être stressé peut en soi faire augmenter ta glycémie. Oui, c'est ça. Je trouve que c'est toi qui fais monter la glycémie d'Élodie. Je prends responsabilité ce matin. Je suis pas stressée ce matin. Puis, tu sais, après ça, dans un événement sportif, parce que ça, c'est quelque chose, tu sais, puis quand je repense à la question de tantôt, est-ce que je prendrais le traitement? Probablement que s'il y avait un traitement miraculeux, puis pour les événements sportifs, ça m'enlèverait tellement de charge mentale. Honnêtement, c'est pas mal le moment où j'ai le plus de difficultés à savoir prévoir. Fait que, tu sais, admettons, hier matin,
je déjeune à 4h40 du matin. Je fais jamais ça dans ma vie, là, manger à cette heure-là. Fait que là, les hormones matinales, je sais qu'ils font augmenter ma glycémie. Ça se peut que je sois stressée. Là, hier, ça tombait bien. C'était pas une course qui avait beaucoup d'impact pour moi. Fait que j'étais pas stressée pour la première fois. Fait que là, ma glycémie, finalement, au lieu de monter à 13 avant ma course, elle est restée à 10, puis elle a descendu pendant ma course, ce qui est vraiment inhabituel. Fait que là, ça, c'est une autre question que je dois me poser. Là, pendant ma course, mon capteur se déconnecte de ma montre. Oh là là. Ça arrive tout le temps. Fait que là, je prends ma pompe qui est dans mon top de sport pendant que je cours, puis je regarde ma pompe, puis là, je me dis, OK, la flèche est par en bas, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je prends un gel? Est-ce que je prends la moitié d'une barre exacte? Parce que là, si j'en prends trop, ça va réaugmenter, je me sentirai pas bien, je vais être... Fait que là, c'est ça. C'est à peu près ça. Puis je suis essoufflée, puis je suis pas dans... Je suis pas dans tes souliers. Mais tu sais, ça représente peut-être comme une demi-journée, mettons, là, si je mets ça en résumé. Puis ça, c'est une bonne journée, là, j'aurais tendance à dire. Parce que, mettons, je suis malade une journée où on a parlé rapidement de cycle menstruel qui a un impact. Ouais. Mais tout dépendant, je suis où dans mon cycle. Moi, j'ai des petits profils sur ma pompe que je dois changer activement, mais tu sais, les 2-3 premières journées où je suis plus résistante à l'insuline puis que mes glycémies, ils partent en flèche, bien là, j'ai un travail à gérer en même temps. Fait que là, quand je suis en train de travailler, je me demande, est-ce que je vais être correcte? Est-ce que mentalement, je suis assez présente? Est-ce que, tu sais, fait que oui, les questions de gestion, mais il y a aussi, est-ce que ça paraît dans la façon que je vais agir? Puis après ça, est-ce que le souper que j'ai ce soir, je vais être capable d'y aller puis d'arriver à l'heure? Ou je vais avoir quelque chose qui va faire en sorte que je vais devoir comme faire un changement. En tout cas, fait que c'est vraiment toutes des petites choses comme ça qui font une grosse montagne dans une journée puis dans une semaine. Fait que ça dicte un peu est-ce que là, ça va bien, est-ce que ça va moins bien. Puis justement, tu sais, le burn-out, il y a des semaines, tu peux te dire, OK, là, j'étais ça la veille. Il y a d'autres semaines que tu te dis, crème, je le prendrais comme ça toute ma vie. Mon diabète, ça serait parfait. Mais c'est ça, c'est des gros hauts puis des gros bas. Fait que c'est ça, un changement. Et t'as nommé, on l'a brièvement mentionné, mais le risque d'hypoglycémie qui s'accompagne justement de la prise d'insuline. Donc, ton traitement va, oui, faire diminuer le taux de sucre que tu as en circulation, mais peut aussi l'amener trop bas parce que le taux de sucre, on veut pas qu'il soit trop élevé et on veut pas qu'il soit trop bas. Et c'est là, en t'écoutant, qu'on se rend compte à quel point, quand on vit pas avec le diabète, cette magie s'opère sans qu'on ait à y penser, parce que si tu tombes en hypoglycémie, ben tu peux... Qu'est-ce qui se passe quand on tombe en hypoglycémie avec le diabète de type 1? Je pense que je m'avancerai pas à le raconter, mais toi, vas-y. Ça dépend tout le temps de l'hypoglycémie, là. Honnêtement, il n'y en a pas une pareille, mais mettons, en général, c'est comme, je commence à être un peu faible, étourdie. Puis après ça, tout dépendant le range ou qu'est-ce que tu es en train de faire ou est-ce que tu as faim ou quoi que ce soit, ben c'est ça. Des fois, tu peux avoir ultra faim puis tu as envie de manger comme ton armoire au complet parce que c'est comme l'instinct de survie, en fait, qui embarque, là. Moi, c'est vraiment ça. Des fois, là, mettons, pendant la nuit, là, tu te lèves puis t'es comme, l'alarme, elle sonne, pim, pim, pim. Là, peut-être que les personnes qui vivent avec le diabète vont faire, oh mon Dieu, cette alarme-là, c'est l'horreur, mais t'as envie de dévaliser les armoires parce que t'es comme, OK, mais je veux survivre, puis tu shakes, puis là, faut que tu te rendes dans ton armoire, puis t'as chaud, puis t'es comme, OK, ça va pas. Fait que ça, c'est comme une hypo... dans les top pires. Puis souvent, t'as ton chum, ta blonde, ton ami qui veut t'aider, mais t'as pas envie de te faire aider. Là. Dans ces moments-là, c'est comme, là, je veux comme le moins d'interaction possible, puis juste comme un jus ou des Dex-4 ou du sucre rapidement. Puis moi, je suis bien sensible au son dans ce temps-là. Fait que des fois, mon chum essaie de me parler puis de me raconter des trucs, puis je suis comme, non, ça sera dans 15 minutes peut-être, parce que je suis comme, on dirait que ça devient comme overwhelming, qu'on dit en anglais, là, mais c'est comme trop stimulant. Ouais. Et tu sais, même avec tout ça, il faut quand même se rappeler que les gens avec le diabète de type 1 sont très, très performants et probablement même d'ailleurs des héros du quotidien. Puis, par exemple, Theresa May, qui est une ancienne première ministre de la Grande-Bretagne, vit avec le diabète de type 1. On n'a pas besoin, mais tu sais, il y a plein de gens. Tom Hanks, l'acteur américain connu, vit avec une forme de diabète probablement de type 1.5. Enfin, il y a plein de gens qui arrivent à très bien fonctionner avec ça, mais c'est clair que c'est toute une gestion supplémentaire, additionnelle. Et une hypoglycémie ou une hyperglycémie ne survient pas forcément au moment où tu as le temps de t'en occuper. Bien sûr. Et la nuit, ce n'est pas non plus un moment où tu as le temps de t'en occuper et ainsi de suite. Donc moi, j'ai beaucoup de patients. Et les patientes sont souvent d'ailleurs plus vocales que ça, en tout cas dans mon expérience de...
je suis tombé en hypo à ma première date, c'était complètement malaisant, ou ma pompe s'est mise à sonner dans mon entretien d'embauche, c'était malaisant, et ainsi de suite. Et donc, il y a aussi toute la mauvaise compréhension de certaines personnes qui voient les gens avec le diabète de type 1 comme des handicapés, ce qui n'est pas le cas. Le diabète de type 1 est une barrière que des gens ont besoin de beaucoup d'efforts pour surmonter, mais la notion de handicap, elle s'arrête au crédit d'impôt. Là, il y a des choses, là, les gens aux impôts n'ont pas de gens en marketing, donc au fédéral et au provincial, d'un côté, c'est déficient et de l'autre côté, c'est handicapé, qui donne un crédit d'impôt, qui reconnaît que c'est une maladie coûteuse, mais tout ça pour dire que c'est très difficile de jouer entre, oui, c'est une barrière importante, mais non, on ne veut pas que les gens apparaissent comme étant des gens déficients ou qui ont un handicap. Et même quand on a un handicap, on peut très bien vivre dans la vie. Je veux dire, on peut être en fauteuil roulant et puis être quelqu'un d'extrêmement performant dans la vie. Donc, il y a toujours... je crois que les 20 dernières années nous ont montré à quel point on voulait réduire la stigmatisation. Mm-hmm. Faire en sorte que tout le monde soit vu sur un pied d'égalité, mais tout le monde n'est pas pareil non plus. Donc, il y a une notion de grand écart là en permanence qui est importante. Puis, comme je disais tout à l'heure, on le voit même entre le diabète. Le diabète de type 1 est ni mieux ni moins bien. Il est différent du diabète de type 2 qui a d'autres enjeux et ainsi de suite. Et donc, c'est extrêmement difficile et on tombe très, très rapidement dans la stigmatisation. C'est par exemple dans le diabète de type 2, là, les médicaments comme l'Ozempic, dont tu vas peut-être vouloir qu'on parle aujourd'hui, c'est une révolution. C'est clairement, il y a un avant et un après ces médicaments-là. Ça ne veut pas dire que c'est pour tout le monde. Puis on a très bien vu dans le débat public à quel point il y a des gens qui veulent ça comme, je ne sais pas de bon terme en français, quick fix, là, qui voudraient comme solution rapide. Une solution trop rapide qui va permettre de perdre quelques kilos pour repartir dans le sud. Non. C'est un médicament pour améliorer la santé, qui est avant tout un médicament pour faire améliorer la glycémie. C'est très puissant pour améliorer la glycémie dans le diabète de type 2. Et qui fait perdre du poids, est une perte de poids pour améliorer la santé. Et une perte de poids qui n'est ni mieux ni moins bien que celle qu'on pourrait obtenir par le mode de vie ou par la chirurgie quand c'est une indication pour la santé. Et donc, c'est fou comment cette maladie, le diabète, peut exposer aux mythes et à la stigmatisation. Et la stigmatisation ressentie par les patients est extrêmement importante. Là, on a un projet qui s'appelle Type 1 Better, là, qui est vraiment un registre où les gens peuvent s'enregistrer et nous donner leur opinion. Des choses que la RAMQ, notre système de santé, n'aura jamais. Et c'est fascinant de voir à quel point les gens se sentent stigmatisés. Par exemple, comme elle disait très bien, faire une petite correction. Des fois, les gens vont dire « Ah tiens, elle s'injecte de la drogue ». Des fois, j'ai dû intervenir il n'y a pas si longtemps que ça à l'aéroport. Une dame qui hurlait sur une jeune qui clairement était en train de faire une dose de correction. Tu ne peux pas passer facilement la sécurité avec une pompe à insuline. Ça pose toujours tout un tas de problèmes, d'agents de sécurité qui est là. Tu dois avoir besoin de quoi traiter tes hypoglycémies. Si tu as pris du jus, ça ne va pas passer à la sécurité à l'aéroport et ainsi de suite. La pompe, on l'a sur soi presque en permanence. Puis je ne veux pas choquer les gens, mais Élodie doit aussi se poser une question au moment d'un moment intime. Je la débranche pas, qu'est-ce qui va se passer? Nouveau chum, ceci est un capteur de glycémie. Ceci n'est pas quelque chose que l'on peut arracher dans un moment où il y a un contact physique. Donc, c'est là absolument en permanence. La pompe en voyage. Parce que je suis allée en voyage au printemps, puis c'était la première fois que je voyageais avec ma pompe. Je l'ai eu, ça fait 1 an là, bientôt. Puis justement, c'est comme ça m'est revenu en tête. Mais effectivement, eux, ils pensent que c'est une bombe, là, littéralement. Là, puis fait venir le superviseur parce que là, on ne sait pas comment gérer. Puis moi, c'est ça. Il faut que quand tu pars avec ta pompe en voyage, tu dois avoir une pompe de rechange au cas où que peut-être celle-là à brise. Puis souvent, ces affaires-là, ça arrive juste dans les moments où il ne faut pas que ça arrive. Fait que tu veux l'avoir, ta pompe. Ouais. Puis ils disent, la compagnie qui t'envoie la pompe dit, si la boîte est ouverte ou endommagée ou quoi que ce soit, ou qu'on a l'impression que tu as changé la pompe ou que tu as joué avec, on te charge le 7 500 $. Fait que là, tu es à l'aéroport, puis tu dis, ouais, dans le fond, il faut pas ouvrir la boîte. Puis là, ils sont sur le bord. Là, puis non, ouvre-la pas. Fait que là, déjà, ils se demandent c'est quoi, ils savent pas trop c'est quoi. Là, tu viens de leur dire non, mais touche pas à ça. Fait que là, ça fait revenir le doute. Puis là, souvent, ils sont 2-3 autour, puis ils se grattent la tête un peu à se dire qu'est-ce que je fais avec la. Et toi, c'est ton traitement médical, c'est ça qui te fait. Puis là, je suis comme j'en ai une sur moi ici, elle peut pas passer là-dedans. Puis là, OK. Puis là, ça, c'est quoi? Mais c'est la même chose, c'est juste que si ça brise, tu sais, fait que là,
passe le petit truc, tu sais, pour voir la poudre là, d'explosif. Puis là, OK. Puis là, ils te le redonnent. Puis même chose avec les capteurs. Puis tu sais, tu passes, faut que tu partes en voyage avec plein de choses. Il y a une tolérance au niveau des compagnies aériennes, par exemple, que les gens avec le diabète de type 1 ont le droit à un bagage à main supplémentaire parce que tu as tout le matériel. Puis tout ce qu'on dit là, il faut le balancer avec le fait qu'on peut presque tout faire avec le diabète de type 1. Là. Tout, ça serait un peu exagéré, là, mais il y a quelques situations. Moi, par exemple, au printemps, je suis parti avec une quinzaine de patients monter des choses dans les Alpes, tout autour du Mont Blanc. On n'a pas monté le Mont Blanc, mais on a tourné autour. Puis franchement, tout se fait. Mais maintenant, on s'entend que si tu es dans un endroit un petit peu vertigineux, puis que bien sûr la pompe arrête de fonctionner à ce moment-là, puis que là, tu as l'alarme qui te dit qu'elle s'arrête de fonctionner, comment tu vas gérer ça quand tu es encordé à 3800 mètres? Peut-être pas vertical, mais là, c'est pas mal en pente et puis tout ça. Donc, on peut faire ça. On l'a fait. On l'a très bien fait. Puis finalement, tu vois, les problèmes qu'on a eus étaient beaucoup plus banals que ça. Un exemple qui m'a beaucoup marqué, les guides, le premier soir qu'on va dans un refuge, disent à tous les patients, il y a toujours quelqu'un qui fait du bruit, il y a le ronfleur, il y a celui qui part avant, mettez des bouchons d'oreille. Ben, les bouchons d'oreille, c'est très bien pour éviter d'entendre le ronfleur ou l'alpiniste qui s'en va à 3 heures du matin alors que toi, tu as prévu de te lever à 4, hein, mais tu n'entends plus ta pompe. Et moi, j'haïs les bouchons d'oreille. Je n'aime pas ça, avoir ça dans les oreilles. J'ai littéralement passé toutes mes nuits en refuge à essayer de trouver qui avait la pompe qui sonnait parce que c'est inévitable sur 15 patients dans des conditions de sport aussi intenses. Mais ils l'ont tous fait, on n'a perdu personne, il n'y a pas eu de problème. Tout ça pour dire, on peut presque tout faire. Là, avec les groupes francophones, là, on discute beaucoup en ce moment d'un patient qui veut se lancer dans le parapente. Ben, tu sais, qu'est-ce qui se passe s'il fait un malaise en l'air? Comment il va pouvoir traiter une glycémie? Comment il va pouvoir voir les choses? Quel est le risque d'arracher quelque chose en mettant ou en enlevant un harnais et ainsi de suite? Donc, en même temps, c'est quelque chose que tu dois jamais négliger. Mais tu peux presque tout faire avec cette maladie-là, avec des précautions. Tu peux faire de la plongée, mais resucrer une hypoglycémie à moins 30 mètres, ça nécessite d'y avoir pensé avant, puis t'emmènes pas le petit sachet de sucre que tu as peut-être trouvé dans ton séjour en Europe, dans les bons petits cafés et tout ça, là, qu'on n'a pas ici, là, le sucre granule, là, si tu l'emmènes dans la plongée. Donc, il faut avoir un espèce de plan A, de plan B, de plan C, et ainsi de suite pour penser, mais on peut, au jour d'aujourd'hui, là, avant, on interdisait plein de choses aux personnes avec le diabète de type 1. Maintenant, puis moi, je me bats beaucoup là-dessus, on est beaucoup dans l'accompagnement de qu'est-ce que tu veux faire, on va regarder comment t'aider à le faire. On peut pas vraiment dire que c'est 100%, mais c'est presque 100%. Et ça devrait être presque 100%. Et je veux revenir sur, tu l'as mentionné, puis c'est un sujet qui est beaucoup d'actualité. On parle beaucoup, justement, de l'influence du cycle menstruel. Et ça, justement, c'est une autre composante que tu as ajoutée au niveau de ta gestion du diabète. Quelle est l'influence des variations des hormones sexuelles sur la glycémie? Autant l'aspect théorique, mais l'aspect de ton vécu. Juste avant qu'Élodie réponde, je vais te dire ce que moi, on m'a appris à la faculté. OK. Qu'il n'y avait aucune influence des hormones sur le cycle menstruel. Et la réponse est... Il y en a une, effectivement. C'est assez clair. Puis, tu sais, moi, j'en ai des clientes aussi qui vivent avec un diabète de type 1 qui viennent me consulter puis ils me disent « Hey, mon Dieu, c'est l'enfer. » Puis c'est drôle parce que... Ben, drôle. Souvent, je leur pose la question, c'est quoi que tu observes? Puis c'est vraiment différent d'une femme à une autre aussi, beaucoup. Fait que ça, tu sais, je pense qu'il y a des tendances, mais il y a quand même aussi beaucoup de différences interindividuelles que, tu sais, souvent, ben, dans le diabète, même que tu sois une femme, un homme, pas dans ton cycle menstruel, il y a beaucoup de choses qui vont dépasser la théorie aussi, puis la pratique va, puis le vécu va venir plus peser dans la balance, là. Mais c'est ça, il y a vraiment beaucoup de... C'est ça, il y a une grosse différence. Moi, admettons que je parle de mon cycle personnel, là, je le divise en 2. Il y a 2 semaines que je suis sensible à l'insuline, tout va bien, pas de stress. Puis quand que je mange, j'ai pas des gros hausses de glycémie parce que c'est vraiment ça. C'est rare que je tombe en hypoglycémie à cause de mon cycle menstruel, mettons. Puis sinon, ben c'est ça, dans la 2e phase de mon cycle, mes doses, je pense, mon basal, là, mon niveau d'insuline de base qui est injecté, je pense qu'il est doublé. Puis mon facteur de sensibilité à l'insuline aussi doit être doublé. Puis, tu sais, je dois m'injecter
quasiment le double d'insuline. Il faudrait que j'aille sortir mes rapports pour voir la différence, mais c'est pas mal un x2 là, de mes doses. Puis ça fait peur aussi. Donc, il y a cette différence quand même importante sur la gestion du diabète de type 1 si tu es un homme ou si tu es une femme. Puis ça ajoute. Puis justement, quelque chose, si vous, à l'école, c'était pas connu ni étudié. On a plusieurs projets de recherche en cours, puis je pense que tu as toujours fait la promotion de la bonne science, là, qui sont en cours, donc qui n'ont pas passé l'épreuve de la publication et de la révision par les pairs, donc il faut prendre ça avec un petit grain de sel. Mais en plus de ce que dit Élodie, là, dans un des projets qu'on a, nous, c'est pas juste que c'est très variable d'une patiente à l'autre, c'est très variable d'un cycle à l'autre chez une même personne. Donc, il y a cette instabilité, mais d'une façon générale, les taux de sucre vont être plus élevés autour des règles. Là, la dernière partie du cycle va l'être. Là, puis je m'excuse que ce soit le boomer qui décrit des choses, mais je suis sensible à ça maintenant. Il y a une deuxième chose qui est très importante pour la santé de la femme, c'est la grossesse, où en gros, on n'est pas rigoureux, on est hystérique sur le contrôle glycémique parce qu'il faut vraiment des glycémies quasi normales parce que c'est bon pour la santé du bébé. Puis là, les patientes trouvent une motivation absolument incroyable, mais il y a une forme de terrorisme littéralement de la glycémie qui est très, très lourde. Donc, les grossesses se passent extrêmement bien, mais avec un contrôle glycémique beaucoup plus strict que dans la personne. Puis plus récemment, ce qui a émergé, c'est aussi tout ce qui se passe autour de la ménopause. Ouais. À peu près 60% des patientes, un papier très récent, là, qui n'est pas de notre équipe. Nous, on a une étude qui va dans le même sens, mais il y a un papier, on vient de se faire doubler dans la ligne droite. Là, ça arrive des fois en sciences, puis c'est correct. Là, on n'est pas toujours obligé d'être les premiers à planter le drapeau en haut du sommet, là, qui montre que 60% des gens après la ménopause, 60% des femmes après la ménopause trouvent leur glycémie plus difficile à gérer. Certaines avec des besoins plus élevés, d'autres avec des besoins moindres. On sait qu'à la ménopause, par exemple, c'est plus juste les hormones. Les hormones sont plus là. Il y a un changement, pas forcément du poids, mais plus de la répartition du gras dans le corps, avec une tendance à ce que le gras s'accumule un petit peu plus au niveau du tronc et de l'abdomen par rapport à ce que c'était avant. Enfin bref, tout ça, c'est des choses qui étaient... Ça, c'est très intéressant parce que moi, on m'a appris qu'il n'y avait rien là. C'était vraiment... Je me rappelle très bien avoir posé la question pendant mon cours d'endocrino et le patron dire « il n'y a absolument rien là ». Et là, c'est exactement ça, en écoutant les patients et les patientes, de voir toute cette variation et comment, un jour, la pompe d'Élodie pourra être... peut-être pas rose, là, mais adaptée à son statut de femme qui a un cycle menstruel où elle a l'air, ce qu'elle décrit est plutôt un peu plus intense que la moyenne en termes de variation, mais comment la pompe va être capable d'intégrer cet élément-là qu'on n'aura pas forcément chez Robert, 60 ans, qui pèse 2 fois son poids et qui vit avec le diabète de type 1 depuis 3 fois plus longtemps qu'elle. Donc, il y a toute cette variabilité dans la vie du ou de la patiente qui est très, très différente. Puis, si elle débute une pilule contraceptive, ça peut changer complètement les choses. Si elle passe avec un stérilet, dépendant s'il est en cuivre. Donc, il y a tous ces éléments-là. On estime qu'il y a une 50aine de facteurs qui peuvent faire monter ou descendre la glycémie d'une façon importante, incluant la météo. On pense par exemple que les périodes de chaleur, donc le réchauffement climatique, les changements climatiques vont probablement changer la façon dont on gère les choses. Les canicules sont des fois difficiles et certains patients, ça fait baisser la glycémie comme si le corps dépensait de l'énergie et que ça a besoin à ce moment-là. D'autres, au contraire, ça peut nuire. Et par exemple, ça peut nuire au fait que l'insuline va se dégrader plus rapidement dans le réservoir et que peut-être, en période de canicule, il est possible qu'Élodie dise « oh, je suis mieux de changer au 2e jour ou pas ». Puis on a oublié ça, l'insuline, ça coûte extrêmement cher. C'est un médicament cher au Canada. C'est un médicament qui vaut entre 3 et 6 fois plus cher au sud de notre frontière. Le même médicament pour les mêmes choses, juste pour les gens qui nous disent que leur système de santé est extraordinaire, j'ai quelques doutes, même si le nôtre a des problèmes aussi. Oui, donc c'est sûr que la contrainte économique, elle est vraiment importante à considérer. Élodie, à la lumière d'un peu tout ça, mettons qu'il y avait, je ne sais pas, 1 ou 2 choses que tu aimerais que les gens retiennent sur la gestion du diabète de type 1 ou des mythes, des mauvaises compréhensions de par autant ton bagage théorique comme nutritionniste, mais aussi surtout pour ton vécu, qu'est-ce que ce serait? Oui, je pourrais en parler longtemps, mais mettons, la première chose qui me vient en tête, c'est vraiment que c'est important de se comprendre soi-même. Là, avant de, des fois, d'aller prendre des conseils à gauche, à droite, la glucose gonesse ou des choses comme ça. On a l'épisode entier là-dessus. C'est ça. Mais vraiment de essayer de comprendre soi-même puis d'aller aussi chercher de l'aide des professionnels de la santé qui sont qualifiés pour le faire versus, des fois, d'aller demander à un médecin de famille qui s'y connaît moins peut-être
tête. Fait que d'essayer d'aller chercher des ressources, de parler à des gens aussi, peut-être, qui vivent la même chose. Honnêtement, moi, c'est sûr, j'ai ma sœur, mais pour avoir parlé avec des gens qui vivent la même réalité que moi, des fois, on est capable de s'aider puis aussi de mieux se comprendre. Fait que ça, c'est quand même quelque chose que j'aurais tendance à dire plus de façon générale, mais aussi, sinon, au niveau des préconceptions, des méconceptions, je pense que quelque chose qui est quand même important, puis ça va être plus pour les professionnels de la santé, mais souvent, ce qui est regardé dans le diabète de type 1, c'est hémoglobine glyquée. Ça dit de toi si tu es une personne qui gère bien ou pas bien son diabète, alors que ça veut pas nécessairement dire ça. Au fond, il y a tellement d'autres facteurs qui viennent jouer en ligne de compte. Puis les 50 facteurs, oui, mais des moments dans la vie où tu as moins le temps peut-être d'accorder une importance à la gestion de ton diabète ou que peut-être les moyens financiers sont moins là, fait que peut-être quelqu'un va skipper un changement de réservoir, on le sait pas. Fait que d'aller peut-être questionner un petit peu plus loin que juste, ben là, il y a un chiffre qui sort sur la prise de sang, ben ça veut dire que tu gères pas bien tes choses, on va te taper sur les doigts, on va passer sur les bases. Il y a quelque chose que tu comprends probablement pas, alors que souvent, on est quand même des personnes qui comprennent non bien notre réalité, malheureusement ou heureusement. Là. Fait que ça, c'est plus pour les professionnels de la santé d'aller voir plus loin. Puis des fois, on trouve des choses que, OK, on s'attendait peut-être pas. Puis c'est peut-être sur ces choses-là que ça vaut plus la peine d'agir pour avoir un meilleur résultat. Puis une santé en général aussi, des fois, si on est humain, on essaie de trouver comme des choses sur lesquelles on peut contrôler ou sur lesquelles on a des données comme l'hémoglobine glyquée, qu'on se dit, OK, bien, là, théoriquement, si tu veux vivre longtemps puis si tu veux pas avoir de complications, il faut que ça soit en bas de... Je me rappelle même plus le chiffre exact, ça, c'est 7. Mais, tu sais, c'est ça, fait que d'aller taper sur le clou tout le temps sur vraiment le résultat versus autour, qu'est-ce qui se passe, est-ce que la compréhension est bonne, ça, c'est super important. Puis aussi de comprendre que de vivre avec le diabète et de comprendre la théorie, c'est vraiment pas la même chose. Fait que, tu sais, comme je le disais au début, j'ai vécu avec le diabète une partie de ma vie sans l'avoir moi-même. Puis j'étais comme, je comprends, c'est quoi? Puis là, oups, OK, quand tu vis avec, ça prend une ampleur différente. Fait qu'à moins d'avoir une excellente expérience dans le domaine, je pense que c'est le cas pour la personne à côté de moi, mais c'est quand même difficile de bien comprendre de fond en comble un diabète de type 1 quand on ne vit pas avec. Fait que c'est quand même important aussi de prendre comme le patient comme un partenaire vraiment plus que juste quelqu'un à qui on donne des infos, puis on fait des changements de ratio, puis on dit « let's go, tu pars avec ça », puis tu es capable tu sais, ou changement alimentaire, ça va plus loin que ça aussi. Puis sinon, plus pour le public en général, je pense, c'est de comprendre que souvent, en tant que personne qui vit avec le diabète de type 1, on en laisse paraître peut-être moins que ce qu'il y a au fond, là. Fait que, tu sais, des fois, de questionner les personnes, comment ça va, puis d'essayer de comprendre un petit peu. Moi, honnêtement, ça me fait tout le temps plaisir d'expliquer puis de voir que les gens veulent comprendre la réalité versus de OK, ben tu vis avec le diabète, puis tu t'injectes de l'insuline, puis c'est tout, tu sais. Fait que vraiment, d'aller questionner, ça peut être intéressant. Puis sinon, ben juste d'être là, mais, tu sais, il y a peut-être des gens qui veulent pas en parler non plus. Fait que juste, tu sais, de la prendre comme une personne normale, puis d'être là en soutien aux besoins aussi, là. Fait que d'apporter un petit jus de temps en temps s'il y a une hypoglycémie, puis c'est un peu ça, là. J'aurais pu partir sur bien des affaires, là. Mais de ce que j'entends, il y a beaucoup, tu sais, t'as parlé de l'hémoglobine glyquée, qui est une mesure, en fait, qui est, en fait, l'accumulation du sucre sur les globules rouges, puis cette mesure-là permet, en fait, d'avoir une représentation moyenne de la glycémie sur 3 mois. Puis en fait, c'est de pas vous réduire à ça parce que vous êtes tellement plus que ça. Puis le grand mot aussi que j'entends, c'est pour les gens du public et autant pour les professionnels de la santé, faire preuve d'humilité, de curiosité, de bienveillance. Donc, je pense que de poser des questions puis de pas se placer sur une posture de « je sais ce qui est mieux pour toi, tu es l'expert de ton corps et de ton vécu ». Est-ce que vous avez des choses à ajouter à ça comme c'est un clinicien? peu pour ça qu'on a monté une étude qui s'appelle Type 1 Better, là, où les patients peuvent aller nous dire des choses sur ce qu'ils vivent par rapport à la maladie, puis qui peuvent nous décrire leur réalité, le poids financier, le changement de la maladie. Par exemple, jusqu'à une période relativement récente, on considérait que les gens avec le diabète de type 1 étaient tout le temps minces, puis les données qu'on a sur plus de 5000 personnes à travers le Canada montrent que le surpoids et l'obésité peuvent toucher le diabète de type 1. Donc, beaucoup de professionnels de santé considèrent que type 1, tu es devenu diabétique jeune, et puis tu es mince, puis type 2, tu es devenu diabétique plus âgé, puis tu es en surpoids.
ça, c'est les notions qui étaient vraies le millénaire dernier. Ça n'est plus vrai. Pourtant, ça reste dans la tête de professionnels de la santé. Des choses, des fois, qui sont beaucoup plus intimes. Donc, par exemple, suite à des remarques de personnes comme Élodie qui vit avec le diabète de type 1, on a essayé de regarder des conséquences non vues de l'hypoglycémie. C'est l'hypoglycémie, comme elle disait très bien, tu peux pas avoir envie qu'on t'aide ou envie qu'on t'aide, dépendant du moment et tout ça. Mais il y a un élément qui est très important, c'est la fatigue persistante. Alors bien sûr, ça, il n'y a pas de mesure précise, c'est ce que les gens nous racontent, mais les gens, c'est très important, leur vécu. Ben, on a vu que la fatigue persistait chez beaucoup de patients pendant presque 24 heures après une hypoglycémie, puis qu'en moyenne, les gens en faisaient 2 par semaine. Donc ça fait déjà 2 semaines qui sont vraiment gênées et que les femmes ont rapporté beaucoup plus que les hommes. Alors, est-ce que les femmes sont des meilleures historiennes ou est-ce que les femmes ont tout un tas, je m'excuse à nouveau, le boomer qui explique ça, mais de la charge des enfants, de la maison, du travail, du ménage, qui est quand même mieux réparti qu'avant, mais pas forcément équitable, et ainsi de suite. Donc, il y a tous ces aspects-là. Puis après ça, je pense qu'Élodie a très bien dit, le diabète de type 1 par rapport au diabète de type 2, beaucoup de professionnels de la santé pensent qu'ils savent, puis ils ne savent pas vraiment bien. Puis les changements très, très rapides qu'il y a eu dans les capteurs de glycémie, les pompes, ne sont pas toujours digérés. Une très bonne façon de perdre sa crédibilité vis-à-vis d'un patient avec le diabète de type 1, c'est de lui dire, tu sais, quand tu as une hypoglycémie, tu dois prendre 15 grammes de sucre, vraiment pas plus, vraiment pas moins, vraiment attendre 15 minutes, puis là, tu vas voir, puis ça va bien aller. Il suffit d'avoir vécu 2 semaines avec la maladie pour se rendre compte que c'est un point de départ autour duquel les variations sont infinies et ainsi de suite. Et donc, au travers de ça, nous, on s'est vu avec Better, on voyait qu'on mesurait une liste de problèmes qui persistent pour la communauté très, très importante, même si les choses vont beaucoup mieux dans le diabète de type 1 qu'il y a 10-15 ans. Cette fameuse hémoglobine glyquée, qui, on ne faut pas réduire les gens, mais ça reste quand même central. Donc, on a toujours cette difficulté de voir, est bien meilleure maintenant. Donc, on a maintenant, en gros, à peu près 40% des gens qui atteignent la cible. Il y a une dizaine d'années, c'était moins de 20%. Donc, ça reste très insuffisant, mais ça s'améliore constamment. Et donc, on a développé un truc qui s'appelle Support, qui permet aux patients d'aller chercher l'information qu'ils veulent quand ils le veulent. Et sur des sujets, des fois, qu'ils n'abordent pas avec leurs professionnels de la santé. Par exemple, un des cours qui est regardé le plus, c'est comment faire une grasse matinée. Je suis convaincu qu'aucun professionnel de santé n'a expliqué à Élodie comment faire l'inverse de ce qu'elle a fait hier pour se lever très tôt pour la course, qui est de dire, ce matin, je reste au lit. Ou, pour revenir à un point, mais ce n'est pas du tout quelque chose qui m'obsède, la deuxième vidéo la plus vue, c'est comment je manage mon matériel du diabète dans un moment intime. Parce que ce n'est pas le genre de choses qu'on discute avec son équipe de soins. Puis il est bien probable que le ou la médecin qui s'occupe d'Élodie, il n'a pas trop d'opinion là-dessus. Donc c'est vraiment basé, c'est des vidéos qui sont faites par des patients. Pour des patients, d'autres parties, c'est plus des cours, je ne sais pas, quelqu'un qui a besoin de faire une coloscopie avec le diabète, que ce soit type 1 ou type 2, il y a pas mal de choses à gérer. Comment on peut avoir une petite checklist de choses qu'on peut partir et ainsi de suite. Puis la plupart du temps, moi je fais partie des gens à l'âge où j'ai déjà eu ma coloscopie de dépistage, là, c'est débrouille-toi avec tes affaires, là, on te dit, vous êtes bien placés tous les deux, là, la diète sans résidus, débrouille-toi avec ça, puis tu sais, les conseils qui sont donnés avec ça, là, tu mangerais pas grand-chose dans les derniers jours et ainsi de suite. Donc il y a toute cet aspect très, très pratique là-dedans. Puis moi, j'aime beaucoup quand la recherche, elle revient aux soins. Puis on a fait un truc dans mon centre de recherche qui est tout bête avec une équipe d'éthiciens et qui finalement a changé ma pratique. C'est 2 semaines avant le rendez-vous, on envoie un tout petit questionnaire au patient pour lui dire, réfléchis à dis-nous qu'est-ce que tu veux qu'on va vouloir discuter au rendez-vous. Ça se trouve, au prochain rendez-vous d'Élodie, son médecin il va vouloir lui parler qu'elle n'a pas fait le fond d'œil, qu'il faut renouveler les prescriptions et tout ça. Mais ça se trouve, pour elle, c'est peut-être une hypo ou une hyper qui est survenue dans sa course où elle n'arrive pas à trouver de réponse, puis elle aimerait savoir si le ou la professionnel de santé va avoir une réponse. Puis c'est ça qui est important pour lui ou elle. Ce mini-questionnaire qu'on a à peu près les 2/3 des patients qui remplissent change complètement les choses. Puis des fois, ça peut être extrêmement trivial. J'ai 65 ans, je perds mes assurances privées, je m'inquiète du poids financier que ça va représenter maintenant, ou j'ai lu cet article sur la guérison du diabète de type 1, est-ce que c'est pour moi ou pas pour moi, ou même des fois, on a plus parlé du diabète de type 1 que du diabète de type 2, mais l'Ozempic auquel j'ai fait allusion tout à l'heure, des fois, il y a des gens dans le diabète de type 1 qui en veulent, est-ce qu'il y a ça? Et ce mini-questionnaire qui permet aux patients de dire, au-delà de mon hémoglobine glyquée, ne me réduisez pas à ça, ma pression, mon cholestérol, mes yeux, mes reins, mes nerfs, mon cœur, alouette, voilà ce qui est important pour moi là, et peut-être qu'une femme de l'âge d'Élodie, ça pourrait être de dire, j'aimerais beaucoup que mon chum vienne avec moi parce qu'on envisage une grossesse, puis je veux qu'on ait une discussion de ce que ça va être autour de ça, et c'est
c'est fou comment ce tout petit truc qui a été proposé par des patients, amélioré par une équipe d'éthique très pragmatique, change complètement ma pratique parce que j'ai systématiquement allé regarder les choses. Puis comme elle l'a très bien dit, il y a plein de professionnels de santé non médecins qui peuvent aider là. Oui. Il y a des nutritionnistes surformés en diabète de type 1, il y a des infirmières qui font ça très bien et ces gens-là font des fois un bien meilleur travail que moi parce qu'au quotidien, ils vont dire à Élodie, tu sais, peut-être qu'au lieu de réduire ta pompe 60 minutes avant d'aller courir, si tu essayais 90 minutes, très chiant, mais souvent ça fonctionne bien. Là, il y a une espèce de ratio dans ce que l'on a. Puis peut-être qu'elle le sait parce qu'elle en fait beaucoup, mais si elle ne le savait pas, il y a ça. Donc c'est vraiment prendre le patient dans son ensemble et ne pas le réduire à « je veux que ta glycémie soit bien équilibrée et j'ai oublié tout le reste ». Puis comme je disais, ces nouvelles pompes-là réduisent la charge mentale, alors que beaucoup de professionnels de santé pensent que ça élimine la charge mentale parce que les gens atteignent plus souvent les choses. Ça la réduit, elle reste extrêmement élevée néanmoins, mais c'est toujours mieux qu'elle soit élevée plutôt que très, 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 très élevée. Donc, de ce que j'entends, c'est autant comme professionnel de la santé de prendre l'habitude d'aller poser la question au préalable. On a, nous, notre idée de ce qu'on veut aborder, mais peut-être si on n'a pas la chance de pouvoir envoyer un questionnaire 2 semaines avant, l'initiative est géniale, mais de demander quand le patient arrive de quoi tu veux parler, qu'est-ce qui est important pour toi aujourd'hui, de se mettre davantage dans une posture... je vais te raconter une anecdote qui m'a énormément marquée. Très souvent, moi, je suis amené à superviser des résidents qui sont en fin de résidence. Ouais. Là, ils vont bientôt être des médecins lâchés dans la nature. Et... donc, quand c'est ça, on choisit souvent les patients. C'est des patients qui sont d'accord pour ça. Je dis aux patients, vous savez, ça va être Élodie, la résidente, qui s'en vient, qui va vous voir et tout ça. Puis moi qui suis très verbomoteur, c'est l'enfer pour moi. Il faut que je sois dans un coin de la pièce puis que je ferme ma bouche. Là. C'est un exercice qui est plus difficile pour moi que pour le résident. Et donc, cette patiente que je connais extrêmement bien depuis des années, qui est venue nous voir avec des complications qui étaient significatives et qui progressaient, donc une très grande inquiétude, et qu'on a réussi avec une de ces pompes comme Élodia, qui parle au capteur, à complètement stabiliser les complications. Mais cette patiente-là consacre 50% de ses revenus, c'est une dame qui a un faible revenu, 50% de tout ce qu'elle a de sa retraite disparaît dans le traitement du diabète. Donc, elle a un rapport de yin et de yang, là, très, très compliqué avec ça. Elle arrive à la consultation, puis alors, en plus, le diabète, c'est que souvent, maintenant, on a l'écran où on fait nos notes, quand c'est des notes dactylographiées, et on a l'écran où on a toutes les valeurs de la pompe. C'est réduire, pas la prise de sang, mais il y a aussi tous les paramètres de la pompe, du capteur, et ainsi de suite. Et la résidente, là, voit que la moyenne du taux de sucre était parfaite, que la pression était bonne, que le cholestérol était bon et tout ça. Et elle essaie d'expédier la consultation en 5 minutes. Et la patiente essayait sans arrêt d'obtenir son attention parce qu'elle voulait lui dire « Oui, vous savez, mais je pars plus en vacances, je vais plus au restaurant. » Une fois qu'elle avait fini de payer sa pompe et son loyer, il lui restait des fois, certains mois, c'était difficile pour aller manger. Ouais. Des fois, elle allait dans les banques alimentaires. Et la résidente, elle était très contente d'avoir tous ces critères qui étaient là. Et ça a fini par mal se passer. La patiente s'est levée, elle a mis les mains devant les 2 écrans et elle a dit « Je veux que vous me regardiez ». Et c'est un des défauts de ça qui est que la maladie, oui, les chiffres sont importants, mais non, on ne peut pas réduire l'atteinte des chiffres qui sont là. Et donc, il y a toujours cet équilibre extrêmement difficile. Puis Élodie a fait attention, peut-être qu'à un moment où ça ne va pas dans ta vie, il faut accepter que le diabète soit un peu moins bien contrôlé. Ouais. Puis dire, tu sais, écoute, on comprend là que ça devient difficile, mais faut que tu arrêtes de garder tes cathéters 6-7 jours parce qu'on voit là que la peau, elle souffre un peu ou on voit vraiment que tes glycémies remontent un peu. Donc, en gros, qu'est-ce que le ou la patiente est capable de faire là tout de suite plutôt que de lui dire voilà la liste des 15 problèmes que tu dois régler, débrouille-toi avec ça. Il y a tout un dialogue à avoir qui est extrêmement instructif pour le patient et de qu'est-ce que tu es prêt à faire là, maintenant, pour ça, pour que ça se passe, tout en étant par moments pas non plus, j'allais dire complice, parce que c'est quelqu'un qui est mal équilibré depuis longtemps. Il y a quand même un risque. Comment on peut ramener ça sans pour autant culpabiliser les personnes? Moi, je trouve que j'ai toujours l'impression de patiner sur une glace mince, là, et de temps en temps, on finit par faire une belle arabesque sur la glace, puis de temps en temps, on fait un trou dans la glace, mais avec le temps, je pense qu'on arrive à apprendre un petit peu mieux à
à gérer ça. Il y a des moments, c'est très émotif à la consultation. Là. Moi, j'ai souvent des patients et des patientes qui pleurent à la consultation, pas parce que je suis sévère avec eux, parce que la charge mentale est importante. Et ça aussi, comme jeune médecin, on m'a pas du tout appris à gérer ça. Là. Le patient ou la patiente qui s'effondre devant toi, même si des fois il s'effondre 10 minutes, puis il se reprend et tout ça, là, qui laisse sortir cette émotion. Moi, on m'a pas appris ça. On m'a appris de dire, faut qu'il soit bien équilibré pour le diabète, la pression, le cholestérol, et ainsi de suite. Et c'est vraiment quelque chose qui s'apprend, je dirais, sur le tas. Et on manque pour le diabète de type 1 de gens qui connaissent ça bien. Pour le diabète de type 2, la majorité des professionnels ont quand même des connaissances de base qui sont beaucoup, beaucoup mieux réparties et disponibles pour les patients. Et pour le temps qui reste, je pense qu'un des grands points, c'était de ramener de l'humanité dans les soins, de traiter en égal la personne qui est devant soi. On a beaucoup parlé de diabète de type 1, on a nommé l'Ozempic, mais on a parlé au début des différents facteurs de risque pour le diabète de type 2. Ce ne sont pas toutes les personnes grosses qui développent le diabète de type 2. Et en santé au Québec, on ne parle pas suffisamment de prévention. Donc, j'aimerais peut-être poser 2 grandes questions pour clore cette section-là. Quelles sont les meilleures actions qu'on peut poser au quotidien si on veut prévenir l'apparition du diabète de type 2 plus tard dans la vie? Et deuxièmement, après, un mot sur l'Ozempic. On se fait bombarder de publicité. Pas plus tard que ce matin, quand je regardais mes courriels, j'avais dans mes courriers indésirables un formulaire que je pouvais remplir pour Get Your Ozempic Online. Puis ça, est-ce que l'Ozempic, ça a lieu dans le diabète de type 1 aussi? Donc, commençons pour les aspects de la prévention pour le diabète de type 2. Le diabète de type 2 est une maladie qu'on peut en large partie prévenir. Par exemple, les études ont montré que chez les gens qui sont sur le bord de le développer, 5 mesures de santé relativement simples à exprimer, pas forcément simples à mettre en place, comme perdre un petit peu de poids. On parle de 5% de son poids sur une année. Là, donc, sur quelqu'un de 100 kilos, on parle de 5 kilos. Si c'était facile de maigrir, ça se saurait depuis longtemps dans notre milieu. 3 aspects de qualité alimentaire qui sont relativement banals. Manger un peu moins de gras, manger un peu plus de fruits et de légumes, augmenter un peu la quantité de fibres qu'il peut y avoir et pratiquer de l'activité physique régulière sont suffisamment efficaces pour réduire de 60% le risque de développer le diabète de type 2 dans un horizon de relativement court. Et les gens qui, dans ces études-là, l'avantage, c'est qu'on a 6 études qui ont étudié la même chose, avec cette fois-ci pas juste des gens d'origine européenne. Il y avait des études en Inde, des études en Chine, des études en Amérique du Nord, des études en Europe, ont toutes montré que les gens qui arrivaient à faire 4 sur 5 ou 5 sur 5 de ces choses-là, aucun ne développait le diabète de type 2. Donc, on peut prévenir le diabète de type 2. Quand il est là, et c'est un des gros trous dans notre santé au Québec, on peut même le mettre en rémission. Un peu la même notion qu'un cancer, où on a réussi à le traiter, il n'est plus là. On peut revenir en arrière. Et là encore, c'est quelque chose qui a changé. Moi, j'ai appris, quand j'étais à la faculté de médecine dans les années 1980, que quand on développait le diabète de type 2, c'était pour le restant de la vie qu'on ne pouvait pas revenir en arrière. Les mêmes mesures de mode de vie. Et d'ailleurs, by the way, si les gens arrivent à en faire juste une, on voit une réduction du risque, on voit les choses peuvent ramener les gens vers des taux de sucre normaux avec un risque plus élevé que la moyenne des gens qui ne vivent pas avec un taux de sucre élevé, que ça revienne un jour, mais on peut vraiment gagner là-dedans. En Grande-Bretagne, ils ont montré qu'à chaque fois qu'ils investissaient $1 dans ces programmes de prévention et de rémission, ils en récupéraient 3, mais à un horizon de 5-6 ans, qui n'est pas un horizon politique généralement acceptable pour les gens. Puis après ça, si tout ça ne suffit pas, on a des médicaments. On en a un bon vieux de base depuis 40 ans là, qui s'appelle le metformin, qui est comme de l'huile dans la serrure pour reprendre l'analogie qu'on avait au début. C'est beau, bon, pas cher. Des fois, les gens disent c'est dur pour les reins. C'est l'inverse. C'est si les reins sont malades, le médicament est difficile à manier. C'est pas un médicament qui est dur pour les reins. Puis des fois, ça peut être un peu dur pour le tube digestif, surtout si on part des doses trop vite, trop importantes. Si tout ça ne suffit pas, il y a 2 grandes catégories de médicaments qui ont complètement changé la donne ces 10 dernières années. Il y a une catégorie de médicaments dont on ne parle pas beaucoup, c'est ceux qui font uriner du sucre. Ouais. En excès, il y en a 3 sur le marché, mais franchement, c'est comme faire son plein de Samplon 98 chez Esso ou chez Petro-Canada. Là, il faut vraiment être membre de la compagnie pour être convaincu que ta pilule est meilleure que l'autre. C'est vraiment un effet de classe, là, qui sont des médicaments qui ont montré bon effet sur la glycémie, un petit peu de perte de poids. Pour cela, on est plutôt aux alentours de 2 ou 3 kilos. Une amélioration de la pression artérielle, mais surtout une réduction du risque de maladies cardiaques et de maladies rénales chez les personnes avec le diabète de type 2. Tout à fait spectaculaire et même une extension de ces bénéfices à des gens en dehors qui n'ont pas le diabète de type 2. Ce qui, by the way, pour les gens qui nous écoutent, comme chercheur, dit tout de suite que
tout ne passe pas par la glycémie, il y a d'autres mécanismes là-dedans. Puis la révolution à côté, c'est l'Ozempic, qui est la petite pilule bleue des débuts des années 2000, là, le Viagra. Là, moi, je fais partie des gens où tout le monde avait une opinion sur le Viagra et ainsi de suite. Il n'y a pas que l'Ozempic, d'ailleurs, il y a d'autres médicaments comme le Trulicity, comme le Victoza, comme le Mounjaro, ou les versions qui sont les mêmes molécules que celles que je viens de citer, mais pour la perte de poids, comme Wegovy, où on voit plein de publicités en ce moment, et Zepbound. Ce sont des médicaments qui ont de façon radicale changer les choses. Ce sont des médicaments qui contrôlent le taux de sucre d'une façon spectaculaire, qui réduisent le risque de maladie cardiaque dans le diabète de type 2 d'une façon significative, qui le réduisent chez des gens sans diabète de type 2, donc aussi le risque de maladie cardiaque, donc ça passe à côté, qui réduisent le risque de maladie rénale et qui font perdre du poids. Et tout le problème du poids, c'est le cosmétique, avec à nouveau ce qu'on a dit dans le diabète de type 1, la stigmatisation, le « en même temps ». Le poids est à la source d'une 50aine de maladies au moins, qu'elles soient comme le diabète cardio-métabolique, qu'elles soient physiques, comme par exemple le genou, la hanche qui fonctionne pas bien, ou qu'elles soient de santé mentale, là. Mais ce qu'on veut, c'est une perte de poids qui améliore la santé. Ce qu'on veut pas, c'est une perte de poids juste pour des raisons cosmétiques, même si des fois, le cosmétique peut avoir un important pour la santé mentale. Donc, il n'y a pas de règle là-dedans, mais le matraquage publicitaire qu'on a eu là-dessus, les excès qu'on a là-dessus avec un marché noir, des gens dont on a maintenant des évidences qu'ils se servent du crayon pour eux, ils le remplissent avec de l'eau, puis ils le vendent au marché noir, des produits falsifiés, des produits trafiqués, des gens qui vont se servir de ça pour renforcer un trouble du comportement alimentaire. Je veux absolument maigrir, alors j'en ai pas besoin et finalement j'ai plus besoin d'un ou d'une psychologue, d'un ou d'une nutritionniste. Puis là je prends le Ozempic qui m'emmène finalement dans une forme d'addiction et tout ça. Ça reste un médicament qui a totalement changé la pratique et qui a des bénéfices qui dépassent les inconvénients. Maintenant, il y a des effets secondaires, il y a des gens à qui il ne faut pas le prescrire et ainsi de suite. Et on ne m'ôtera pas de l'idée que des gens comme quelqu'un au sud de la frontière là, qui lance des satellites un peu partout et qui a des voitures automatiques et ainsi de suite, qui fait la promotion de ça sur ses réseaux sociaux, il ne connaît pas les gens à qui il ne faut pas le prescrire. Il ne sait pas comment minimiser les effets secondaires. Et comme tous les médicaments très, très utilisés, on voit apparaître et disparaître des choses où on se dit est-ce que c'est un nouvel effet secondaire? Par exemple, au niveau des yeux, il y a eu des choses récemment dont on n'est pas du tout sûr que ce soit relié au médicament. C'est un médicament qui a changé la pratique, c'est un médicament qui a des implications de philosophie et d'éthique qui dépassent largement l'impact de ce médicament. Puis je pense que j'ai des clients qui ont le diabète de type 2, qui prennent l'Ozempic, qui ont vu des belles améliorations au niveau de leur glycémie, mais qui vivent avec des nausées, des vomissements hyper souvent. Donc, ça demeure toujours au-delà des effets qui sont vus, une discussion qui doit être très ouverte et honnête avec le la variabilité de la réponse, que ce soit sur le taux de sucre, que ce soit sur la perte de poids ou que ce soit sur les effets secondaires d'un patient à l'autre est fascinante. Myriam. Il n'y a pas deux patients qui réagissent de la même façon. Et donc, oui, et le principal message que l'on peut passer aux gens, c'est monter les doses extrêmement lentement et ne pas forcément aller vers la dose maximale est souvent le meilleur conseil qu'on peut donner. Et ce médicament n'est pas là tout seul. Il doit être précédé et accompagné du mode de vie. La qualité, la quantité alimentaire, l'activité physique restent là. Même avec le médicament. Et donc, on doit avoir une information. Par exemple, je vais essayer de choquer la nutritionniste que tu es, l'Ozempic ne fait pas qu'on n'a plus besoin de nutritionniste, bien au contraire. Tout à fait. Puis, je veux poser une question, puis Élodie, je serais curieuse peut-être de t'entendre aussi avec nos chapeaux de nutritionnistes. Moi, j'ai des clients qui arrivent, qui ont un diabète de type 2, qui me disent, là, j'ai entendu qu'il fallait que je perde du poids pour l'améliorer. J'ai fait des diètes toute ma vie. J'aimerais, s'il te plaît, qu'on ne parle pas de mon poids. Est-ce qu'on peut améliorer sa situation avec le diabète sans qu'il y ait de perte de poids? Réponse courte, oui. Puis Élodie va dire qu'est-ce qu'elle pourrait proposer à quelqu'un comme ça, je pense. Bien, j'aurais tendance à dire la même chose, mais effectivement, puis tu sais, souvent, en contexte de diabète de type 2 ou d'autres conditions de santé, il y a des gens qui arrivent dans notre bureau avec le souhait de perdre du poids ou pas, en fait, mais qui se sont juste fait dire tu dois perdre du poids. Mais après ça, qu'est-ce que je fais avec ça? Tu sais, c'est, pas moi, mais cette personne-là qui reçoit cette information-là sans d'autres indications. Puis, peut-être va voir un nutritionniste ou peut-être
pas, tu sais, organise-toi avec ta perte de poids. Ça, je pense que c'est comme problématique en soi parce que la perte de poids, tu sais, oui, on en parle, mais après ça, on le sait aussi que c'est pas un indicateur de meilleure santé directement. Puis avec des médicaments comme Ozempic, on le voit là aussi, il y a beaucoup d'effets secondaires qui vont plus dégrader la santé d'une personne que l'aider, tu sais, dans les contextes plus esthétiques, justement. Fait que, tu sais, c'est comme d'essayer justement d'aller agir sur... ben OK, la santé en général, les habitudes de vie, plus que d'aller vers la perte de poids. Puis ça, c'est quelque chose que je fais même pour quelqu'un qui veut perdre du poids puis qui n'a pas de diabète de type 2 pour améliorer sa santé à long terme. Fait que, tu sais, c'est vraiment plus d'aller là-dedans, mais c'est pas socialement accepté tout le temps non plus. Puis c'est quelque chose qui est comme moins tangible aussi à court terme. Tantôt, c'était mentionné politiquement, mais c'est aussi, en tant qu'humain, c'est pas motivant de se dire, ben il faut que j'attende des années avant de voir l'impact positif de mes changements d'habitude de vie versus si j'ai la possibilité dans un claquement de doigts de voir une différence. Mais ce claquement de doigts-là, il n'est pas un indicateur que c'est positif au final. Là. Fait que c'est un petit peu ça ma réponse par rapport à ça. Puis dans ce que vous avez dit aussi, vous avez nommé les 5 indicateurs qui peuvent aider justement à prévenir et qu'il en faut 4 des 5 et que même si on a 1 ou 2, on a déjà un potentiel de prévention qui est présent. Tout à fait évident. Là. Par exemple, chez les gens qui sont sur le bord de développer le diabète de type 1, perdre 1 à 2 kilos réduit de 20% le risque de le développer sur un horizon de 4 ans. Donc, c'est extrêmement important. Maintenant, tu es parfois face à quelqu'un qui ne parle que de son poids aussi. Je veux dire, même si c'est nous, comme professionnels de la santé, la société qui avons fait ça, si c'est important pour le patient, il va falloir essayer d'y répondre pendant un moment tout en ramenant tranquillement les choses vers un objectif plus important. Mais quelqu'un qui n'arrive pas à maigrir, peut-être qu'il ou elle a une certaine marge pour la qualité alimentaire. Puis, bien sûr, on a besoin de nutritionnistes. Je suis même moi aussi nutritionniste, mais de la catégorie dangereux. Je n'ai jamais pratiqué comme nutritionniste. Donc, il faut se méfier des gens qui ont des connaissances théoriques et ainsi de suite. Mais tu n'as pas besoin d'être nutritionniste. Quelqu'un qui ne mange pas de fruits ou pas de légumes, d'en introduire un tout petit peu. Là, il n'y a pas besoin d'être nutritionniste pour dire qu'est-ce que vous avez. Ah, les pommes, finalement, là, c'est la saison. Est-ce qu'on pourrait commencer avec une demi-pomme le matin? Il y a des choses tout bêtes où il y a des gens qui sont incroyablement sédentaires. Je veux dire, on est tous les trois, je pense, des gens relativement actifs ici, et puis il n'y a pas de jugement dans ce que je dis. Mais moi, une autre anecdote qui m'a beaucoup marqué avec un patient où, pour moi, c'était la quintessence de la sédentarité. Et à chaque consultation, pendant 20 ans, je lui disais, il faut marcher un petit peu et tout ça. Puis un jour, le patient arrive puis il me dit, j'ai débuté un programme d'exercice. Longue histoire courte, il avait acheté un Lazy Boy et lui, le fait de se balancer devant sa télé était un programme d'exercice. Donc, nous avons été d'accord sur le fait que nous n'étions pas d'accord. Puis ça, c'est la beauté de suivre les gens pendant des dizaines d'années. Un peu plus tard, le monsieur, 4 injections d'insuline, des grosses doses d'insuline pour arriver au résultat et ainsi de suite, tombe amoureux d'une madame qui est dans un club de marche. On est descendu de 4 injections d'insuline à une seule injection d'insuline. Et on peut penser que c'est parce qu'il est tombé amoureux que ses glycémies se sont améliorées, qu'il y avait moins de stress. Mais on peut aussi penser que parce qu'il est tombé amoureux d'une dame avec qui il marchait. Donc, il y a un bénéfice important à marcher, à bouger. Est-ce que les pistes cyclables font partie d'une partie de la solution? Est-ce que l'organisation de la ville, est-ce qu'on a besoin d'urbanistes pour que ça fonctionne? Et Élodie vient d'une ville où le débat est à peine moins calme que chez nous aussi sur les pistes cyclables, sur la place du vélo, sur la place de marché, sur la place du transport actif, sur prendre les escaliers plutôt que l'ascenseur, pour d'aller faire son épicerie 2 fois par semaine ou 3 fois par semaine proche de chez soi. Donc, il y a des gens qui vont mieux répondre à ça, il y a des gens qui vont mieux répondre à l'activité physique, il y a des gens qui vont mieux répondre à la qualité alimentaire. C'est le portfolio, il est là. Puis essayons de voir comment on peut motiver sans stigmatiser les personnes par rapport à ça. Les gens ne sont pas supposés, comme moi, avoir envie d'aller monter un sommet ou comme toi, gravir un col ou comme elle, faire un marathon. Là, il y a plein de choses en allant marcher pour acheter son pain, en réduisant les aliments ultra transformés. On aurait pu aussi parler de ça là, comme facteur de risque de diabète de type 2, de apprendre à cuisiner, d'avoir le plaisir de faire les choses pour soi, de privilégier des choses qui ont moins de sucre raffiné quand on va faire. Donc, il y a tellement de choses que l'on peut faire. Donc, on ouvre les choses, on voit ce que la personne est capable de faire à ce moment-là, qui ne sera pas forcément ce qu'elle sera capable de faire plus tard. Ça peut être positif ou négatif, l'évolution dépendant de plein de choses. Puis d'essayer d'aider les gens à faire ces changements-là ou
à se mettre à surveiller un peu plus sa glycémie s'il y a un moment qu'on n'a pas. Enfin, la variété des choses est tellement importante qu'il y a cet élément-là et ce sont des consultations qui prennent du temps. On est à un moment où l'actualité nous suggère que le volume va être plus important que la qualité. Il faut parler avec le ou la patiente pour voir les choses. Il faut de temps en temps inviter là. Pourquoi votre conjoint ne viendrait pas la prochaine fois? Des fois, tu vois dans la réaction du conjoint ou de la conjointe des choses que le patient, c'est pas qu'il veut te le cacher, mais qu'il n'arrive pas à dire, qu'on peut voir. Et donc, moi, cet aspect-là, plus que de réouvrir l'artère, tu sais, il y a des cardiologues là où c'est très interventionniste leur truc. Moi, j'aime beaucoup plus ce côté de discuter. Il m'arrive de me tromper. Il m'arrive d'être complètement à côté de la plaque. Encore que je suis très naïf, mais souvent les patients, j'arrive à sentir quand il y a quelque chose qui ne va pas, puis on gratte le bobo et ainsi de suite. On a parlé de ce que c'est le diabète de type 1, le type 2, les causes, facteurs de risque. Je trouve qu'on a passé un bon moment à bien illustrer c'est quoi la réalité d'une personne qui vit avec le diabète de type 1. Comme société, je pense qu'on gagne tous à être plus sensibles à cette réalité-là. Rémi, vous avez parlé des belles avancées, des innovations qui se passent dans le domaine du diabète de type 1. Puis je pense qu'on a nommé aussi beaucoup de facteurs intéressants au niveau de la prévention. Un mot sur l'Ozempic que je trouvais essentiel. On est en 2025, on se fait bombarder tout partout et je crois que le mot d'ordre là-dessus, c'est un excellent médicament pour le diabète de type 2, qui peut avoir d'autres bénéfices, mais pour lesquels l'esthétisme, ce qui est poussé pour la perte de poids, pour son voyage dans le sud, c'est complètement à mettre de côté. Est-ce qu'il y a autre chose que vous aimeriez rajouter avant de conclure l'épisode, qui n'ont peut-être pas été mentionnés, ou quelque chose que vous aimeriez que les gens retiennent? C'est un sujet qui était complexe à couvrir parce qu'il y a plein de ramifications, mais je pense qu'on a quand même touché des éléments humains et scientifiques qui sont assez importants. Ben, je peux y aller. Là. Moi, j'aimerais taper sur le clou parce que, tu sais, j'ai beaucoup parlé de mes expériences. Puis, tu sais, des fois, ça peut sonner un peu négatif de vivre avec un diabète de type 1. Puis, taper sur le clou de dire que tout est pas mal possible avec le diabète de type 1. Je pense que c'est vraiment important. Puis, moi, c'est quelque chose que mes parents m'ont toujours rappelé. Puis, je me rappelle quand ma soeur a été diagnostiquée, c'était comme quelque chose qu'ils voulaient qu'on sache que tout est possible. Puis, tu sais, tout a toujours été possible de faire. Fait que, puis, c'est niaiseux, mais j'ai publié une vidéo l'autre fois de moi qui faisait un entraînement de course. Puis j'ai eu plein de témoignages de gens qui, mon conjoint vit avec le diabète de type 1, a pas eu une bonne expérience avec le sport, mais ça le motive de voir ça, puis tout. Puis, tu sais, moi, j'ai un enfant de 2 ans qui vit avec un diabète de type 1. Je me suis dit que j'allais toujours lui dire que tout est possible. Fait que je pense que c'est vraiment ça qui est super important de se rappeler. Puis, oui, il y a beaucoup de défis, mais je pense que c'est possible de juste comme les contourner puis travailler avec la maladie au lieu de se faire gérer par la maladie ou d'essayer de travailler contre aussi. Là. Moi, je l'ai élaboré un petit peu dans une de mes publications Instagram, encore une fois, mais de dire, OK, ben là, je fais le switch, de dire, OK, ben au lieu de me battre contre mon diabète, je vais essayer de comprendre mon diabète puis de m'enligner avec parce qu'à un moment donné, c'est ça on peut pas en finir avec ça. Là, fait que c'est plus d'essayer, c'est ça, d'aller de l'avant puis... voilà, de ne pas se limiter. Là, que tout est possible. Ça. Voilà. Même encordé autour du Mont Blanc. Moi, je réagirais peut-être plus comme médecin. Je crois que le problème, c'est l'accessibilité aux soins. Puis, tu sais, quand on l'a dit tout à l'heure, je suis aussi directeur à Diabète Québec, des aspects pour les patients. Là, on a mis au point un programme pour les patients avec le type 2 qui sont orphelins de médecins de famille. Ils peuvent s'auto-référer à Diabète Québec. Puis on en suit presque 3000 maintenant de ces gens qui ont le diabète de type 2 qui n'ont pas de médecin de famille. C'est un suivi virtuel, c'est comme une espèce de clinique sans rendez-vous du diabète, mais je crois qu'on a vraiment un problème d'accessibilité aux soins qui est très, très importante. Il faut voir aussi que dans le diabète de type 1, il y a des régions où il n'y a aucune spécialiste du diabète de type 1, la Côte-Nord, une partie de la Gaspésie, le Témiscamingue. Donc, on a mis au point à Diabète Québec les mêmes choses pour ça. Puis moi, je crois beaucoup, beaucoup à l'auto-apprentissage en ligne. Qu'est-ce que le ou la patiente peut faire pour aller chercher un élément. Donc, par exemple, Élodie l'a fait, l'a suggéré, l'activité physique est bonne pour la santé, elle est bonne pour la santé physique, la santé mentale et ainsi de suite. Mais quand tu débutes l'activité physique avec le diabète de type 1, tu vas vite voir que ça fait souvent baisser la glycémie. Des fois, ça la fait monter. Des fois, tu fais des malaises. Enfin bref, donc d'aller chercher un cours comme ça où on peut... Tu sais, souvent, là, Élodie, elle posait la question qu'elle était au début. Il y a probablement que l'équipe de soins lui dirait « Il va falloir que tu fasses un peu moins d'insuline et que tu manges un peu plus. »
Oui, mais quand, comment, combien, pour quelle chose, et ainsi de suite, pour quel type d'exercice, et ainsi de suite. Donc, je pense que ces modules d'auto-apprentissage aux soins, là, comme support, ce qu'on a fait pour le diabète de type 1, et by the way, qui est aussi pour certains professionnels de la santé qui veulent augmenter leurs connaissances, et ainsi de suite, c'est très, très utile parce que le patient pose une question au petit chatbox, là, puis il va directement sur le cours qui, pour lui ou elle, est important. Puis à chaque fois, on en a toujours divisé les cours entre débutants, moyens et avancés, qui permet aux gens. Donc, je pense que vraiment l'accessibilité aux soins et une meilleure personnalisation des conseils par rapport à qu'est-ce qui est important pour le patient à ce moment donné sont deux choses qu'on a vraiment. Puis pour finir, le dernier point, on a quasiment débuté là-dessus, une des choses sur lesquelles pour l'instant j'ai échoué, mais c'est, je pense qu'on a vraiment besoin au Québec, on fait pitié. On est un des derniers territoires des pays riches où il n'y a pas de programme de pompe pour les adultes. Oui, c'est cher. Oui, elles sont trop chères. Mais ça n'est pas normal que des patients doivent aller jusqu'à dépenser un tiers à 50% de leurs revenus pour se payer un traitement qui leur permet de rester en vie. C'est quelque chose que collectivement, je pense, on doit faire changer, incluant de faire baisser le prix de ces pompes qui est clairement excessif, surtout si on en prescrit plus qu'avant. Il y aura quand même un effet d'échelle à ce moment-là pour les compagnies. Je terminais souvent en demandant si mes invités pouvaient avoir une baguette magique, qu'est-ce qu'ils feraient. Et je crois que vous avez un peu nommé c'est pas un tour de magie, mais mon Dieu, cette nécessité, en fait, qu'il y ait un accès pour les adultes qui vivent avec le diabète de type 1 pour les pompes et qu'ils n'aient pas à laisser aller toutes leurs économies, leur placement dans la gestion de leur maladie. Élodie, toi, avec une baguette magique? Je pense que je dirais exactement la même chose parce que, tu sais, justement, j'ai fait la transition récemment, puis, tu sais, j'étais encore sur les assurances de mes parents, là, juste à temps, là, fait que j'ai comme eu la pompe qui a été payée par ça, mais après ça, c'est les fournitures, puis tout, puis sachant que c'est une maladie pour laquelle on n'a pas nécessairement le contrôle, tu sais. OK, ça aurait été cool que je sois diagnostiquée à 15 ans pour avoir le temps de prendre ma décision pour prendre ma pompe, mais c'est pas la réalité de tout le monde. Fait que, tu sais, d'avoir cet accès-là, justement, puis que ça soit pas un fardeau de plus dans le quotidien, mais ça serait le fun. Là, parce que ça crée de l'iniquité aussi dans le traitement en soi du diabète. Là. Une personne qui peut se permettre ces traitements versus une autre, non, ne va pas avoir les mêmes résultats. Là. Fait que, tout à fait. Pour te donner un ordre d'idée, Myriam, moi, je connais des gens qui ne changent pas de travail alors qu'ils sont malheureux ou qui ne se séparent pas alors que clairement, objectivement, ça devrait être ça, parce que leur travail ou leur conjoint amène une assurance. Puis une patiente que j'ai eue la semaine dernière qui m'a dit « Je vais me séparer au mois de novembre. » Puis j'ai dit pourquoi vous avez une date maintenant? Parce que juste avant, je vais pouvoir remplacer ma pompe, puis je veux remplacer ma pompe. Je suis sur les assurances de mon conjoint et ça a c'est quasiment 10 000 $ de moins pour elle. Donc, on voit à quel point ce poids financier peut influencer des choix personnels qui sont déjà très difficiles dans la vie de tous les jours. Se séparer ou changer d'emploi, là, c'est pas toujours une excellente nouvelle, mais où le fardeau financier vient complètement biaiser la relation personnelle ou professionnelle. Tout à fait. Merci beaucoup, Dr. Rémi Rabasa-Loret et Élodie Castonguay-Girard. Si les gens veulent vous suivre, Rémi, on discutait dans le couloir tantôt que vous êtes un peu moins actif sur Instagram qu'Élodie et moi, mais vous avez tout de même vous en avez nommé quelques-uns, le registre Type 1 Better. Est-ce que pour des gens qui nous écoutent, soit qui vivent avec le diabète ou des proches qui aimeraient pouvoir se renseigner, quelles sont des ressources que vous pourriez recommander? Je dirais diabète au sens général, Diabète Québec, je pense, fait un bon travail de vulgarisation en français. Puis pour les gens qui vivent spécifiquement avec le diabète de type 1, je pense que Type 1 Better, avec le gros biais que je suis un des géniteurs de Type 1 Better et une personne qui fait que ça fonctionne, je crois qu'on essaye d'avoir... Là, il y a des réseaux sociaux. Et oui, c'est pas moi, c'est des gens comme Sarah Hague là, qui sont derrière, qui font les bonnes choses. Puis j'ai enregistré récemment un réel qui va arriver là. Puis vous allez voir que je suis pas le plus à l'aise pour ça. Oh, j'ai hâte de voir ça. Wow. Je suis pas sûr. Parfait. Élodie? Moi, c'est Élodie's Food. Fait que mon nom est très, très, très québécois, mais c'est sur Instagram. Qu'on mettra dans la description de l'épisode, voilà. Autant pour du contenu super bien vulgarisé en nutrition. Donc, merci beaucoup à vous deux. Merci à toi. Merci à toi aussi.